première fois que tu as fait une grosse somme? Tu t'en souviens ou pas? Je me souviens d'une journée à 3500 €. Plus ça va, plus j'ai presque envie de dire aux gens, seul truc important, c'est les créatifs. Point du jeu. Là, si t'as pas un minimum de fonds, et quand je dis un minimum, c'est pas 1000 balles. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir de l'argent et surtout, je dirais même de la patience aussi. Si t'as pas assez de ressources pour pousser ton test, pour pousser ton déploiement, le projet meurt dans l'œuf en fait. Il n'y a pas de moment où il arrive à se stabiliser. Tout s'est enchaîné au fur et à mesure, avec forcément des réussites et forcément aussi beaucoup d'échecs. Même si vous avez une note de 4,5 sur 5 sur votre Trustpilot, les premiers avis qui vont apparaître sur votre page Trustpilot, c'est les avis négatifs. Parce qu'en fait, la négativité apporte beaucoup plus d'attention. Ouais, c'est triste. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de Hors des Clous, épisode un petit peu spécial et un petit peu nouveau pour nous, étant donné que ça fait longtemps qu'on le dit, mais ça y est, ça commence enfin. On a un invité sur Hors des Clous. On est avec Théo. L'idée, c'est qu'on puisse discuter de plein de sujets, parce que Théo, c'est pas n'importe qui. Dans un épisode précédent, moi, je faisais écho à mon équipe précédente avec qui j'avais eu pas mal de mentorat. Et parmi ces mentors, Théo en fait clairement partie. Donc, on va beaucoup parler de ça. On va parler de différents succès, des différents projets sur lesquels on a pu travailler ensemble. Et donc, l'idée là, c'est qu'on puisse peut-être commencer directement par te laisser un petit peu te présenter, notamment sur, finalement, en quelques mots, parce qu'il y a plein de sujets qu'on va aborder après, niveau e-commerce, etc. Mais en quelques mots, quelques phrases, si tu devais décrire un petit peu ton parcours, si tu devais décrire tes hauts faits, également tes échecs, tu peux y aller. Voilà, je te laisse le micro et nous dire un petit peu qui tu es, Théo. Qui es-tu ? Vas-y, Ça marche. dis-nous tout, Théo. Bonjour Hugo, bonjour Romain. Merci de m'avoir déjà. C'est un plaisir. Moi, je suis dans le e-commerce depuis 6-7 ans environ. J'ai commencé là un petit peu par hasard. J'ai une formation d'informaticien. J'étais en stage, en alternance dans une société qui était une agence web. Et j'avais une appétence particulière pour développer de nouveaux projets, pour apprendre assez rapidement de nouvelles technologies. Ok. C'est arrivé un petit peu par hasard que mon responsable d'alternance à l'époque a fait l'acquisition d'un site Shopify qui vendait des bijoux sur Internet. Donc un business 100% en ligne avec majoritairement du Facebook Ads. Donc moi j'ai commencé un petit peu là-dessus complètement par hasard avec une boutique qui tournait déjà et avec le défi de devoir apprendre à gérer cette boutique, donc de A à Z, en passant par du service après-vente, de la gestion de tickets, développer des processus pour que des personnes puissent gérer cette partie-là. T'avais une appétence, mais t'avais pas de formation particulière à ce moment-là sur tous ces sujets-là ? Non, pas de formation particulière sur tous ces sujets-là. Donc on a été vraiment formés sur comment gérer cette boutique par les personnes précédentes qui avaient construit cette boutique. Ouais. À ce moment-là, c'était assez rigolo. Les deux profils qui avaient créé cette boutique n'étaient pas du tout dans le milieu. C'était quelqu'un qui s'appelait Clément, qui lui était majoritairement dans de l'investissement, assez entrepreneur, mais surtout porté sur de l'investissement en crypto et autres. Le deuxième profil qui avait créé ce site, c'était la directrice marketing de Spotify France à l'époque. Ah oui, quand même, d'accord. Il y avait du niveau là. Il y avait du niveau, ouais. Ouais. Et elle avait un très bon niveau en Facebook Ads et ça a été le premier mentor Facebook Ads. C'est celle à qui je pense, hein. C'est donc le propriétaire du site en question. Ouais, tout à fait. Ouais, ok, je savais pas qu'elle Qui- était. Avant, elle travaillait chez Spotify. Ok. C'était en quelle année, pardon? J'ai pas. Tu l'as dit peut-être, mais non. Je pense que c'était autour de 2017-2018. D'accord, ok. Ouais, ok. je pense parce que moi je vous ai rejoint 2018, fin 2018. Fin 2018, Ouais. peut-être un petit peu avant. Alors, ça Ouais. veut dire que fin 2018, je me réfère, tu m'avais demandé de regarder par rapport aux chiffres. Donc la boutique a été fondée en 2016. Donc c'était vraiment sur le tout début. Donc c'est cette personne qui m'a formé et donc j'étais en deuxième année d'école d'informatique et très rapidement en fait je me suis rendu compte aussi de la limite de cette formation. Ouais. Où c'était une formation très théorique sur comment piloter la boutique, mais il manquait une compréhension on va dire supérieure pour vraiment pouvoir faire accélérer le business. Et à ce moment-là je me suis tourné vers les États-Unis qui à l'époque étaient les seuls vrais créateurs de contenu par rapport à de la gestion publicitaire, par rapport à du développement de Shopify. Shopify était au Canada là-bas et commençait à faire du blogging sur ces sujets-là. Donc on était à cette époque-là, j'ai trouvé 2-3 mentors
que j'ai suivis et qui ont été le début d'une réflexion plus personnelle, de dire c'est pas uniquement une méthode qu'on reproduit de A à Z, c'est vraiment une méthode qu'on doit intégrer à sa boutique. Il doit y avoir de la réflexion sur comment est-ce qu'on la déploie, de l'adaptation par rapport à quelles sont les ressources qu'on a pour la déployer. Et au fur et à mesure, moi je me suis formé effectivement avec ces méthodes-là en me disant qu'il me fallait un objectif. Quel est l'objectif de chiffre d'affaires qu'on peut réaliser, une gestion de budget qui commençait à s'affiner au fur et à mesure, et ensuite tout simplement faire un plan comme on en fait à l'école, de partie 1, partie 2, partie 3, on va bosser sur telle et telle thématique et on va les développer. Et ça a été la première structure du coup de travail pour faire grandir cette boutique, qui ensuite a donné lieu quelques mois plus tard du coup à notre rencontre. Ouais. Et du coup, mon responsable à cette période-là, la personne qui avait acheté cette boutique, m'a dit voilà, le premier site qu'on a construit fonctionne bien. On n'a pas encore la capacité de le faire grossir comme on aimerait. Ouais. On va le dupliquer du coup. On va le dupliquer et tu vas former des personnes à faire ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir grandir sur cette thématique. C'est vrai que je fais une aparté, mais c'est vrai qu'on parle d'une époque où, parce que pour beaucoup ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que c'est une époque où on n'avait pas du tout autant de contenu que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut se lancer en e-commerce, on a vraiment une infinité de contenu, même en France, etc., sur YouTube. Des formations, on peut même plus les compter. Et c'est vrai qu'à l'époque, du coup, c'était quand même beaucoup plus difficile. C'était beaucoup plus des mecs avec ton profil, effectivement, qui allaient devoir chercher l'information, aller chercher sur le marché ricain pour trouver des infos qui étaient pointilleuses. Et c'était pas du tout comme aujourd'hui où finalement, tout le monde a l'impression qu'il peut se lancer parce que même sur TikTok, quand tu scrolles un petit peu, tu as les méthodes qui sont données très, très, très facilement. Tous les outils sont optimisés. Shopify est très complet. Même à l'époque, il y avait beaucoup plus de limites s'il n'y avait pas autant d'outils qu'aujourd'hui. Et pas les IA déjà, par exemple. Et donc, ouais, c'était vraiment une époque où la question e-commerce et comment développer son e-commerce, c'était un vrai sujet. C'est sûr. Hein. Même au niveau de Facebook, comme tu dis, l'IA n'était pas présente. Il y avait des vraies réflexions à avoir tout seul. Et on était sur une période, si on doit la comparer à celle d'aujourd'hui, où personne ne voulait partager son secret. Il y avait vraiment ce côté-là de je fonctionne très bien, je fais tant de chiffres d'affaires par mois, par contre... tu n'en sauras rien. Non, tu peux pas avoir mon business manager, tu peux pas avoir mes créatives. Il y avait vraiment un très gros cocon là-dessus, et effectivement, pas beaucoup d'acteurs. Du coup, moi, j'ai poursuivi sur ce projet pendant pas mal d'années avec une volonté de me développer sur surtout une appétence pour la gestion publicitaire, pour être capable d'avoir une compréhension globale de l'environnement dans lequel je me trouve par rapport à un passé un petit peu plus technique, et au fur et à mesure le développement des compétences, de se dire qu'on grossit en termes de taille, on grossit en termes de gestion aussi d'argent qui permet de nourrir la boutique, et au fur et à mesure continuer à apprendre des nouvelles technologies, avoir découvrir des nouveaux canaux d'acquisition, du Google, une formation sur du SEO, enfin tout s'est enchaîné au fur et à mesure avec forcément des réussites et forcément aussi beaucoup d'échecs, que ce soit sur le lancement de campagnes de Google au début, que ce soit sur... on avait fait beaucoup de campagnes sur une plateforme qui s'appelle Criteo, tout à fait, d'achat de placement, qui a été un massacre absolu parce qu'on ne savait pas utiliser ce genre de format. Mais on testait, et je pense que ça a été un élément vraiment important dans mon développement en tant qu'agent dans le e-commerce. C'est qu'on m'a autorisé à rater. La personne avec qui je travaillais était tout à fait dans cette idée de dire c'est pas grave. Tu pouvais tenter tout un tas d'expériences, tu pouvais t'aventurer un peu à la machette dans la jungle, un petit peu pour tenter tout un tas de trucs, et t'avais pas de conséquences, t'as pas quelqu'un derrière qui allait te taper sur les doigts, quoi. Et quelques comptes à rendre, mais c'était des comptes à rendre normaux. C'était effectivement on fait du business ensemble et tout, parce qu'effectivement moi du coup j'ai rejoint leur équipe un an ou deux après que toi tu aies rejoint Nicolas, je pense. C'était dans ces eaux-là. Ouais, alors dans ces eaux-là, ouais. Et du coup, pour la petite histoire, moi c'est Théo qui m'a appris à faire du Facebook Ads. Je sais pas si je t'avais dit, mais c'est Théo qui m'a appris justement à en faire. Parce que comment je suis arrivé dans votre équipe, c'était quand même encore dans mon esprit, Facebook Ads, c'est le bouton booster. D'accord. Okay. Ça, on est bon. Alors même s'il n'y avait pas de contenu sur YouTube,
il y avait quand même une marge de progression. Et c'est sur la boutique qu'évoquait Théo, effectivement, moi, j'ai pu faire mes premières marques avec Théo, du coup, qui surveillait tout ça. Et toutes les stratégies, toutes les méthodologies, même les trucs que j'utilise encore aujourd'hui, c'est des choses que j'ai vues que c'est Théo qui m'a transmis. Et c'est vrai que du coup, pour appuyer ce qu'il évoquait, on avait ce truc-là où effectivement Nicolas nous faisait confiance et nous laissait en fait l'occasion d'avoir des laboratoires et nous fournissait, je l'avais déjà évoqué, mais donc des bureaux, une équipe, des ressources financières, etc. pour qu'on puisse faire du e-commerce. Et on a raté pas mal de choses, mais qui étaient en fait finalement presque du coup de formation, j'ai envie d'appeler ça comme ça, parce que quand on lance un site e-commerce et que ça se passe pas comme on veut, et qu'on teste des choses et que ça marche pas, finalement on a juste appris des trucs, donc c'est un budget de formation en quelque sorte. Mais c'est vrai que c'était très agréable en fait d'avoir ce cadre-là pour évoluer en e-commerce. Et c'est tout. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Mais c'était en tout cas... il y a eu combien de sites e-commerce en 3 ans là-bas? Un certain nombre quand même. C'est dur à dire parce que moi je dirais peut-être 15-20 sites. Ah, quand même. Lancés, ouais. Okay. Pour le coup, il y a eu beaucoup de tests, une vraie volonté d'essayer de lancer ce qu'on appelait des monoproduits. Et du coup, on avait, on va dire, le char de guerre avec les 5 sites. Le premier site qui fonctionnait bien et ensuite les 3 sites que vous aviez développés, toi, Félix et Abdoul, à cette période-là, qui permettaient en fait de dire on a un budget test qui est alloué au lancement de nouveaux sites. Et c'était un lancement avec publicité, avec sourcing de produits et autres, et une vraie volonté d'essayer de tout simplement avoir ce produit winner. C'était la méthode à l'époque, où tu trouvais un produit sur Facebook, on avait des coûts de diffusion très bas, et ça permettait en une semaine de savoir si le produit allait fonctionner ou pas. Et ça a été beaucoup de tests. Tu veux évoquer quelques produits ou pas? Des produits qu'on pourrait dire que c'est pas confidentiel, qu'on aurait essayé de lancer, sur lesquels on a eu du succès ou non d'ailleurs, mais juste pour illustrer un petit peu de quoi on parle. Alors, dans les produits dans les échecs, je me souviens plus exactement des produits. Je dirais qu'on a eu... J'ai un échec en tête sur un pommeau de douche. Pommeau de douche avec, tu sais, c'était un pommeau de douche, vous avez dû le voir, peut-être passer, normalement c'est un truc qui se vendait beaucoup, c'est un pommeau de douche avec les billes, donc pour filtrer l'eau. Et je me rappelle que on avait beaucoup bossé sur l'aspect esthétique de ce site-là, parce qu'on s'est dit, bon, voilà, fallait réussir à valoriser un produit comme ça, un pommeau de douche. Et on était assez fiers finalement du rendu. Et c'est vrai qu'on n'a jamais quitté le dent de scie. C'est le moment sur Facebook, généralement au début, avant de trouver de la renta, tu perds de l'argent, puis t'en gagnes, puis t'en repères, etc. Et ça a duré longtemps parce que justement, souvent, soit ça marche pas du tout et du coup tu coupes le projet, soit ça marche direct et bon, tant mieux. Mais là, on a fait pas mal de dents de scie. Ce qui fait qu'on a fait tourner ça 3 mois avant de se dire, bon, c'est tombé quoi. On a eu, nous, un client chez Incubox, Landry, si tu nous vois, qui a fait tourner ça quelques mois avec pas mal de succès. Le même pommeau de douche à vie. Et alors ça... Après nous en plus, parce que du coup, attends là. C'était en 2020. Plein Covid en même temps, attention. Ah, nous on avait déjà foiré ce projet. Et il avait réussi à en vendre beaucoup. Ouais. Bon timing, plein Covid. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Bah oui, c'est vrai finalement. Ah oui, parce qu'en fait, c'était un produit pour la maison. Donc les gens s'équipaient de tout un tas de bricoles, de tout un tas de gadgets, parce que puis c'était aussi pour tromper l'ennui. Tiens, je vais m'acheter un pommeau de douche qui filtre l'eau, pourquoi pas? Ça filtrera le Covid, on ne sait jamais. Pendant le Covid, de manière générale, on l'a vu sur les chiffres des boutiques qu'on avait tournées pendant cette période-là. En fait, il aurait fallu de lancer tout à ce moment-là. Non, mais c'était fou. Il y avait des chiffres qui étaient... Mais nous, on était totalement dépassés dans le côté fournisseur. On était dépassés, quoi. On nous contactait tout le temps, tout le monde voulait bosser avec nous. Alors qu'on n'avait que 2 ans d'ancienneté. Et là, c'était un bouche à oreille. Il y avait encore beaucoup de groupes Facebook qui fonctionnaient. Et il y avait énormément de vendeurs. Tu lançais une boutique, ça cartonnait avec n'importe quelle connerie, avec un petit peu de marketing pas trop mal foutu, ça fonctionnait. C'est vrai que vu qu'en plus c'était le début d'Incubox, ça a pu aussi être un petit peu fausser la perception de la croissance, parce que peut-être qu'il y a eu un moment où tu te dis waouh, ça y est, on a tout compris. Non, on s'est quand même dit il y a quand même un contexte, quoi, je veux dire. Ouais. Les magasins étaient fermés, on a été en confinement quand même 2 fois, je crois, en 2020. Le printemps et l'automne, il me semble. Donc, il y a quand même, les magasins étaient fermés, blablabla. Donc, surtout pendant le premier confinement, et les gens achetaient n'importe quoi. Ouais. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, on ne savait pas en fait. Les gens achetaient n'importe quoi. Et donc oui, on a été dépassés, mais on s'est douté, on s'est dit, voilà, quand ce sera fini, si un jour ça se finit,
ne savais pas non plus. Ouais, bien sûr. Ben, ça peut retomber comme un soufflet. C'est pas retombé comme un soufflet, mais c'est à partir de 2021 où le dropshipping, entre guillemets à l'ancienne, est vraiment devenu très difficile. Et je pense qu'il y a trop de consommateurs aussi qui se sont fait avoir pendant le Covid, qui ont commandé tout et n'importe quoi dans des sites. Ils ont reçu parfois des bricoles, voire une fois sur deux, ils ne recevaient rien du tout. Il y avait énormément de boutiques qui se montaient et qui se refermaient aussitôt, après une campagne agressive sur Facebook Ads. Tu vois. Et on ne livrait pas les clients. Quoi. Vous avez un autre à l'esprit peut-être de produit? Je me souviens qu'on a fait tourner pas mal de temps une ceinture abdominale pour maigrir. Et qui a eu des bons résultats. Mais c'est l'une de mes seules victoires Snapchat. Hein. Enfin, c'est même pas moi qui étais en gestion du Snapchat, mais c'est l'un des rares projets où pendant un temps il a tourné en 100% Snapchat et le truc tournait. Snapchat, Et moi j'en ai un très bon souvenir de ce projet et on l'avait. Alors il est un petit peu à mettre entre guillemets parce que c'est pas nous qui avons créé la boutique. C'est quelqu'un à qui on avait racheté cette boutique. Alors c'était Therma Beauty si je dis pas de bêtises. Et qui avait fait tout ce marketing. Et je me souviens que j'ai été pendant de nombreuses années en lien avec ce mec-là, je me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais qui avait fait un travail de fou dessus. Et il avait vraiment bien construit son marketing. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit de façon beaucoup plus naturelle, mais lui avait vraiment ce côté-là et avait beaucoup le côté pack. Il avait vraiment cette intelligence de créer un marketing produit qui soit fort en termes de valorisation de l'offre et qui fonctionnait super bien sur cette thématique-là. C'est quoi ton plus gros succès en termes de chiffre d'affaires sur un site? Tu te souviens, genre la première fois que tu as fait une grosse somme, tiens, ce mois-ci on a fait une somme incroyable. Tu t'en souviens ou pas? Je me souviens d'une journée à 3500 €. Et il y a eu plus même sur la fin, non? Covid, il y avait des trucs de fou. Ouais, c'est possible, mais je me souviens qu'au début, quand j'ai récupéré la boutique, on faisait du 500-600 € par jour. Ouais. Et un jour, le site, moi, j'ai jamais été un violent en termes de croissance, mais par contre, j'avais une bonne constance. Et à un moment, quand on a commencé à faire du 2000 € par jour, avec à peu près, alors des budgets qui avaient augmenté, mais peut-être 400-500 € de budget publicitaire, là, il y a eu déjà un vrai premier ressenti. Et je me souviens peut-être d'un 8500 € ou je ne sais plus exactement les chiffres. Si, c'est un Black Friday. C'est un Black Friday. Et la boutique principale, je me souviens qu'il y avait eu une frustration parce qu'elle n'avait pas passé les 10 000. Il y avait eu la journée s'emballait. Et je ne sais plus si c'est 8 ou 9, mais c'était pas loin des 10 000. On disait, c'est dommage. Mais effectivement, bien de le souligner, c'est que les stratégies, et puis moi c'est toujours les stratégies que je déploie aujourd'hui, c'est des stratégies de constance. Il n'y a pas de pic avec des influenceurs par exemple. Il y a des marques qui font justement des grosses stratégies d'influence où il se passe presque rien pendant un mois. D'un coup, ils déploient la campagne, ils font 3 jours à 50 000, puis après, il ne se passe plus rien aussi. Nous, dans les stratégies qui étaient déployées, c'était beaucoup des stratégies effectivement où on a un budget quotidien et une rentrée quotidienne. Et quand c'est stable et rentable, bon, bah, c'est caviar. On a un truc qui fonctionne et qui sur le long terme, quoi. Mais ouais, c'était 2000 € par jour. En plus, quand on dit par jour, c'est pas juste pour dire voilà, c'est vraiment 2000 € par jour. À une vache près, hein, mais c'est stable dans le temps et c'est magique comme business un petit peu. Tu es très stable, très serein et que tu comprends comment ça fonctionne, quoi. Donc tu n'as plus qu'à répéter les process et ça glisse. Le côté magique est rigolo à entendre parce que en fait, si on décortiquait un petit peu le truc, alors oui, c'était impressionnant d'un point de vue résultat, c'est d'avoir une certaine stabilité, mais ça avait rien de magique en fait, avec du recul. Bien sûr. Il y avait des processus d'ajout de produits qui étaient massifs, où on ajoutait une vingtaine de produits par semaine, on venait nourrir des thématiques et du coup on venait nourrir de la communication sur des intérêts pour les personnes qui suivaient cette boutique. On avait vraiment une boutique avec plein d'intérêts différents et c'était ça en fait la force. On était sur une espèce de présence sur Internet. On essayait de garder une présence qui soit constante dans l'esprit des gens par plein de canaux différents. Et c'était cette présence en fait qui créait une régularité parce que derrière notre taux de conversion, la capacité de notre site à vendre des produits restait la même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'était vraiment intéressant comme processus. Et c'est très difficile de s'éloigner de ce genre de fonctionnement. Pour moi, lorsque j'ai fait d'autres projets par la suite, réussir à me dire qu'il y a des fonctionnements qui étaient différents, c'était dur à apprivoiser au début.
Tu m'étonnes. Ouais, t'as une recette qui fonctionne, on a bourriné là-dedans pendant longtemps. Bon, bah, c'est difficile de déployer des efforts sur d'autres façons. Moi, je sais que les influenceurs, typiquement, on a essayé tardivement, trop tard d'ailleurs. Nous, enfin, on a eu quelques succès avec les influenceurs, mais rien de bien hallucinant comme à l'époque où nous, on a pu stabiliser ces sites-là. C'était le début du marketing d'influence. T'as des gens qui ont fait des sommes astronomiques avec les influenceurs. Et nous, on était un peu enfermés là-dedans. Enfermés dans du Facebook Ads, du Google Ads, et on n'en sortait pas trop. Et on n'avait pas beaucoup de temps non plus à consacrer à d'autres choses, en fait, en vérité. On était très focus là-dessus. Et c'est peut-être un peu dommage, mais c'est vrai que c'est difficile d'appréhender autre chose après, je te rejoins. Avec du recul, il y a plein d'éléments, je pense, sur lesquels on peut avoir des regrets. Si on regarde sur le monde du digital qu'on a pu avoir en 2018, 2019, 2020, ouais, la liste, elle est très longue. Ouais. On peut parler du Bitcoin, on peut parler de... Ah bah, de toute façon, c'est ce qu'on disait. J'aurais acheté $1000 de Bitcoin en 2011. Je sais très bien, parce que je me souviens très bien ce que je faisais en 2011. Et j'aurais acheté $1000. Aujourd'hui, ça vaudrait 70 millions de dollars. Donc oui, mais tu sais, je me dis toujours je pensais à ça la fois passée, je suis allé dans un bar PMU, je devais acheter un timbre fiscal, enfin je passe les détails, et je vois la grille de l'auto, et je me dis en fait, les numéros sont là, suffit de cocher le bon numéro, et ils sont là, il n'y a pas de piège, ils sont là les numéros. Ouais. Et tu sais que c'est le même principe en fait. Pas l'info. T'as pas l'info, t'as pas l'info, c'est tout. Non, puis en vrai, pour se rassurer, tu peux aussi te dire, dans tous les cas, tu les aurais retirés en 2012. Oui, c'est sûr. Non, mais tu te retires bien avant. Dans tous les cas, tu aurais fait un x2, tu vas faire 1000 balles, ça va être bien cette histoire. Non, mais je pense aussi que j'aurais tout retiré en me disant, mais c'est une chance inespérée. Ouais. Et si j'en avais parlé autour de moi, tu vois, on m'aurait dit aussi, mais retire tout, t'es fou. Enfin, oh, mais quelle chance. Non, mais ça va se casser la gueule, ça, c'est une escroquerie, c'est une arnaque. Retire tout. Et j'aurais tout retiré. Donc, bon. Il y a pas mal de trucs comme ça, alors moins crypto du coup, mais plus business. Je sais que du coup, nous, dans le dropshipping, dans le e-commerce, souvent on voyait des niches de produits, on voyait des thématiques qu'on se disait même à l'époque, ça serait bien d'essayer ça et de les lancer parce qu'on avait vu la pertinence, mais à toujours remettre à demain. Et aujourd'hui, tu vois certains acteurs du marché qui ont lancé ces produits-là, qui sont installés, qui sans doute ont lancé quelques mois après que nous on ait évoqué l'idée et qui ont des grands succès. Et honnêtement, tu te dis putain, on y avait pensé, il suffisait de déployer ça. Et ouais, même, c'est toujours pareil. Et juste, on l'a pas fait, et plein de regrets. Avec si on avait su, c'est bon. Il y a ce côté-là, pour progresser, c'est important, je pense, d'un point de vue business, de se poser à des moments et de prendre aussi les bons éléments. Au final, tout ça, comme tu l'as dit, ça a été des apprentissages. Et si on reprend un petit peu cette période, ça a été des apprentissages super forts en termes de gestion d'argent, qui ont été la base de plein de choses à ce niveau-là. Ça a été un bon apprentissage aussi par rapport à des énormes échecs. À cette période-là, on a eu de très grosses difficultés sur plein de sujets, notamment monétaires par rapport à du PayPal, par rapport à du Stripe. Toujours encore PayPal. C'est un sujet qui revient souvent ici, vous remarquerez. Mais ça a été des apprentissages super forts qui font que aujourd'hui, je pense qu'on appréhende le e-commerce de façon générale. Si t'allais dire, aujourd'hui on se fait plus bloquer par PayPal, c'est pas vrai. Ça n'a pas bougé. On se fait autant bloquer en 2018 qu'en 2024. Non, et c'est vrai que ça apporte une résilience qui est difficile à décrire à des personnes qui vont débuter aujourd'hui et que je leur souhaite d'obtenir au fur et à mesure en osant en fait. C'est vrai. Totalement. C'est vrai que par contre, on ne peut pas renier tout ça. Le fait que c'est un parcours et que le parcours est plein d'apprentissages et qu'aujourd'hui, aucun regret sur le fond, sur tout le déroulement. Avant de passer au prochain sujet, est-ce que tu peux nous évoquer tes zones de génie si tu devais en citer 3 ? 3 compétences, 3 sujets où tu sais et que tu es parfaitement confiant par rapport à ce que tu sais donner là, dans cette thématique. Alors c'est une question qui quand même est pas très facile. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on la pose. Où es-tu un expert finalement ? Je pense que je vais peut-être recevoir la question un petit peu différemment et la prendre dans ce que j'aime faire. Okay. Et du coup je vais me dire que effectivement il y a des sujets que j'apprécie particulièrement et dans lesquels je vais mettre de l'énergie pour progresser et continuer à rester à la page et être performant. Je pense que le premier sujet, c'est de comprendre le transit des données sur Internet. Okay. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, sur lequel je passe beaucoup de temps pour avoir le contrôle sur comment est-ce que j'utilise les données des personnes qui gravitent
sur les sites internet que je gère, comment j'exploite ces données, comment je les comprends, comment l'algorithme les comprend également, pour pouvoir optimiser et dépenser efficacement pour faire, on va parler de croissance. Ça, c'est le premier point. Du coup, vraiment, je pense que j'ai une très bonne compétence sur la compréhension des données. Ma deuxième compétence, elle va être sur le choix de la gestion du fonds de trésorerie. Je pense que j'ai aujourd'hui une très bonne compétence sur comment gérer de l'argent, comment distribuer une dépense. Et on va parler d'investissement pour faire tourner une activité, que ce soit une activité e-commerce ou que ce soit une activité d'acquisition pour autre chose que du e-commerce, des sociétés de services et autres. Je pense que c'est quelque chose que je développe bien, je suis très rigoureux au niveau des chiffres et j'apprécie en fait voir une évolution. Du coup, je suis très didactique sur la façon dont je vais aborder les choses, avec beaucoup de prises de notes et autres, et j'aime avoir un archivage peut-être un petit peu hardcore pour certains, mais qui me permet de dire il y a 2 semaines on en était là, aujourd'hui on en est là, et c'est à cause de ça. Et la troisième zone de génie, comme tu l'appelles, je pense que ça va être majoritairement les 2 premières qui me drive. La dernière, ça va être de garder une grande curiosité. Je suis hyper curieux sur la façon dont les gens vendent. Lorsque je me balade sur internet, lorsque je regarde des vidéos YouTube, je vais avoir un questionnement perpétuel de quelles sont la valeur qu'ils essaient de créer, la façon dont ils présentent les choses, qu'est-ce qui fait que ce contenu ou ce produit m'intéresse. Et je pense que c'est avec cette curiosité que j'arrive à rester, on va dire, à la page et à continuer à avoir des nouvelles idées, à me dire ok, j'ai réalisé ces derniers temps en réfléchissant beaucoup au e-commerce que on est sur un business qui est hyper particulier parce qu'il a un côté très éphémère. C'est-à-dire que quelque chose qui tourne aujourd'hui et qui fonctionne correctement, dans 2 ans, si je reste sur le même fonctionnement, c'est très probable que ça marche plus du tout. Je te le fais pas dire. et je pense que cette curiosité, c'est vraiment le 3e élément sur lequel je travaille beaucoup. C'est super intéressant et c'est surtout une réponse qui est super complète. Moi, je m'attendais à media buying, créatif stratégiste, tu vois, un truc un petit peu en surface et t'allais bien plus loin que ça. Donc c'est super intéressant. Je pense que finalement, le 3e élément, la curiosité, c'est peut-être plutôt ça qui drive en fait les 2 premières compétences, tu vois, parce que c'est cette curiosité qui t'amène justement à t'intéresser, à pousser les recherches, à aller beaucoup plus loin à chaque fois. Donc je pense que c'est ça en fait la principale qualité à mon sens. C'est comme ça que je le... Ouais, c'est sûr, et c'est quelque chose qui je pense peut s'apprendre. Apprendre à être curieux. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut s'apprendre. On est trop... on est en fait hyper sollicité par tout ce qui nous entoure. Moi, je me souviens avoir eu cette réflexion quand je révisais le baccalauréat, de me dire mais comment je vais faire sur une après-midi entière pour ne pas aller sur mon ordinateur et faire autre chose de beaucoup plus intéressant que lire le cahier qui est sur mes genoux. Genre World of Warcraft. Par exemple. Un exemple parmi d'autres. Et je pense que il faut apprendre à être curieux, il faut apprendre à se dire qu'il y a des moments de notre journée, ou que ce soit des micro-moments, 3 petits moments dans la journée, où je réfléchis à des choses et où je lis quelque chose d'intéressant, j'apprends un fact intéressant, ou juste je me dis ok, ce truc-là, il faut que je le retienne. Et je pense que faire cet exercice peu à peu, ça aide à être une meilleure personne aussi pour les gens qui nous entourent, pour la façon dont on va travailler. Ouais, c'est vrai. Dès le lycée, du coup, tu avais ce réflexe-là? Enfin, tu as commencé à avoir ce truc de... Non, au lycée, c'était une peur de l'échec qui m'a donné cette réflexion-là, de me dire si je ne révise pas, je ne vais pas réussir. C'était peut-être à moitié vrai, mais la réflexion, elle est venue vraiment lorsque j'ai commencé à progresser sur un chemin qui était d'apprendre en autonomie l'e-commerce. Et j'ai eu des inspirations autour de moi. J'ai eu des inspirations qui étaient peut-être hyper hardcore en fait dans leur façon d'apprendre des choses. J'ai eu un colocataire qui se dédiait à ne pas dormir. Il avait des systèmes de micro-siestes. Et il avait 3 ou 4 micro-siestes dans la journée, et son processus c'était de dire je vais avoir un maximum de temps pour être productif dans la journée. Par contre, mes temps de micro-sieste doivent être les temps où j'apprends des choses. Et c'était 15 minutes de lecture d'articles
avant la micro-sieste, 15 minutes après la micro-sieste pour voir ce qu'il avait retenu de la lecture de ces 15 articles. C'est fou. Et en fait, si on fait un petit calcul, il a fait ça pendant 1 an et demi, je crois. La quantité d'informations qu'il a engrangées en 1 an et demi, elle est plus grande que n'importe qui sur un cursus de Est-ce que baccalauréat. ça fonctionnait du coup vraiment cette méthodologie-là? Parce que je sais pas, sur comment on appelle ça? Le fait d'enregistrer les informations, j'ai toujours cru entendre qu'il fallait justement dormir pleinement pour que le truc s'imprime, mais avec micro-sieste comme ça, il arrive à imprimer de l'info. Je pense qu'il était construit d'un bois différent. Ouais. Bah, dis donc, c'est une expérience déjà vachement riche, je trouve, pour le passé. Mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant, Théo, puisque vous avez une expérience partagée, on va dire, sur vos débuts, même si tu as commencé finalement. Tu as été un peu le mentor, en réalité, d'Hugo, et c'est comme ça qu'Hugo est devenu lui-même un expert sur la partie media buying. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais depuis cette période-là, cet apprentissage qui a été le tien là, dans ces années 2018-2019, qu'est-ce que tu fais là depuis déjà quelques années? Qu'est-ce que tu fais maintenant concrètement? Voilà la question. Ouais, ça marche. Aujourd'hui, moi, je suis responsable e-commerce d'une société qui vend des compléments alimentaires pour maigrir. D'accord. Et je les accompagne depuis 1 an et demi aujourd'hui sur le développement de leur activité. Du coup, je gère une équipe où on est 8 à 10 personnes, selon l'activité, on va dire. Ouais. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de veille sur des outils, beaucoup de veille pour essayer de continuer d'optimiser le site internet, qui est un site Shopify. Et j'essaie de développer un maximum mon réseau à Paris pour trouver des partenariats, pour continuer à optimiser l'activité, que ce soit sur de la génération du GC par exemple, Ouais. que ce soit sur de l'optimisation aussi logistique. C'est quelque chose qu'on essaie beaucoup de développer à Paris. On travaille actuellement avec un ESAT en France du coup, qui conditionne nos produits. Donc je viens un peu agir sur l'ensemble de la chaîne e-commerce pour cette boutique et avec de super résultats sur l'année et demie passée avec eux. Et quelques beaux défis sur notamment l'implantation de la marque en Afrique, D'accord. où on va s'implanter en Côte d'Ivoire pour vendre les produits là-bas via un système complètement différent de ce qu'on peut connaître ici, où là-bas déjà c'est du paiement à la livraison, donc on est sur toute une logistique à mettre en place en fait. Ouais, quelque chose de très différent avec du coup une gestion des analytics qui est complètement différente également, parce qu'on est beaucoup moins capable d'évaluer le volume qu'on va pouvoir récupérer. Donc c'est des choses qui vont devoir s'adapter au fur et à mesure en termes de communication avec les clients et également de gestion des livreurs. Et toute une partie du coup avec de la vente 100% sur WhatsApp. D'accord, 100% sur WhatsApp. Donc avec du personnel qui fait ou de l'IA qui répond sur WhatsApp? Alors pour l'instant du personnel, ouais. Mais du personnel avec des systèmes de messages automatiques quand même implantés à l'intérieur de WhatsApp, donc sans forcément besoin d'IA, directement sur WhatsApp Business. Et du coup, l'idée derrière de construire des listes de diffusion qui ensuite permettront de faire des campagnes publicitaires sur ces personnes-là et surtout derrière d'aller au Cameroun, qui a un système tout à fait similaire à la façon dont les gens consomment en Côte d'Ivoire et faire la même chose. Il y a des gros enjeux du coup de développement sur ce premier champ de bataille finalement qui, si jamais vous gagnez, en fait, vous ouvre les portes vers plein de marchés qui sont en plus des marchés, j'imagine, pas très exploités, en tout cas par les entreprises occidentales, européennes, etc. Mais avec une croissance fulgurante. Ouais. C'est super important l'Afrique en ce moment. Enfin, nous, on le voit, on a beaucoup de demandes. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Déjà pour livrer, tel qu'on livre par exemple en Europe, faire le colis par colis en aérien, c'est pour ainsi dire impossible, parce que le réseau n'est pas suffisamment développé en termes de logistique sur place. Et puis effectivement, comme tu disais, paiement en livraison, c'est difficile. Mais je pense qu'effectivement, c'est vraiment, avec le Brésil, avec l'Amérique du Sud, c'est vraiment le marché d'avenir. Là, dans les 10 prochaines années, ça va totalement exploser. Mais alors du coup, cette publicité que vous faites, là, tout ce qui est advertising, c'est sur WhatsApp? Alors on fait de la publicité du coup sur Facebook et Instagram, D'accord, toujours en acquisition. Et on récupère par contre avec un objectif de message après, WhatsApp. C'est des relances, et derrière, c'est des relances D'accord, et c'est une logistique qui est monstrueuse parce que les personnes là-bas ont l'habitude d'appeler au téléphone directement. Et du coup, il faut répondre et il faut quelqu'un de là-bas. Forcément. Là, l'avantage, c'est qu'on a quand même du personnel
qui peut être qualifié pour un coût de main-d'œuvre qui est moins élevé qu'ici. Ouais, Donc tout à fait, on peut se permettre peut-être de, tu vois, ici en limite on a des réflexions du genre l'IA peut remplacer quelqu'un parce que ça coûte beaucoup trop cher, alors que là-bas c'est peut-être pas forcément le problème. Tu vois. C'est vrai. Non, et ce sera beaucoup mieux réalisé par une personne Bien sûr. qui peut répondre au téléphone que parce que tout simplement les modèles sont assez anciens en fait en termes de type de communication. Oui, tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, moi je travaille sur ce premier projet et je continue en parallèle à développer mon activité d'agence de gestion publicitaire où j'accompagne des marques, certaines depuis peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et je continue à les accompagner dans leur croissance avec du coup un développement beaucoup plus poussé de l'activité. Donc aujourd'hui, j'ai monté une société qui s'appelle... J'ai un trou. Ça c'est drôle. Tu pourras recommencer cette phrase si tu veux. Ça marche. Aujourd'hui, j'ai monté une société qui s'appelle Sociolytics et qui a vraiment cette approche d'accompagner en fait des personnes sur Internet dans leur croissance via la publicité avec une méthode rodée sur évaluer le potentiel de la marque, le potentiel d'influence, ajuster ensuite la prestation en fonction des besoins de la personne et en fonction de sa capacité à dépenser et derrière venir agir sur l'ensemble du tunnel de conversion, que ce soit au niveau des emails, au niveau du site internet, au niveau de la modération également sur le community management de la boutique pour permettre de performer et de développer l'activité. Mais c'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent justement, qui regardent l'épisode en se disant, qui sont des entrepreneurs ou qui veulent aborder l'e-commerce de manière entrepreneuriale. Du coup, tu as un peu un modèle un peu hybride, c'est-à-dire qu'en fait, tu as toutes les compétences donc de responsable e-commerce, donc des compétences qui sont recherchées pour ceux qui veulent se lancer en e-commerce à leur compte. Mais donc, toi, tu es salarié en tant que responsable e-commerce et à côté, tu as une agence du coup avec un parcours entrepreneurial. Donc, c'est un modèle hybride, c'est finalement pas si commun que ça comme façon de... C'est un modèle effectivement très hybride. Je pense que ce modèle de CDI est particulier parce que pour moi, c'est une partie défi. Ouais. C'est une partie défi où je me dis j'ai un objectif de développement qui est fort, j'ai une structure derrière qui m'épaule pour réaliser cet objectif. Et de l'autre côté, par contre, il y a effectivement un deal avec cette société-là qui est que je puisse m'occuper également, donc gérer mon temps comme je l'entends sur le développement de mon activité de l'autre côté, parce que ces deux mondes vont se rencontrer. Et le fait de pouvoir continuer à me développer donc j'ai formé des personnes qui m'accompagnent sur cette agence pour faire de la gestion publicitaire, pour tout simplement donner le temps qui est nécessaire aux clients que j'accompagne. Et ça me permet surtout d'être toujours sur plein de sujets différents, plein d'environnements différents en termes de business, que ce soit une société de service qui fait de la location de bureaux, que ce soit une petite boutique qui a envie d'avoir de la visibilité proche par rapport à de la géolocalisation. En fait, cette pluralité d'environnements me permet de pouvoir comparer aussi les modèles que je déploie en termes de publicité et autres, et de garder l'esprit ouvert. Ouais, tout à fait. Non, c'est super intéressant, super intéressant. Et donc, c'est quelque chose que tu pourrais conseiller à des gens, d'avoir un peu un modèle hybride comme ça, ou peut-être même de se baquer, de se sécuriser en prenant un CDI, puis d'entreprendre en parallèle, de réussir un peu à construire sa vie comme ça, ou c'est plus compliqué que ça à bâtir comme système? Je pense que ça demande déjà d'avoir une relation de confiance qui est importante avec l'employeur en cours. Ouais. Oui, c'est pas donné à tout le monde en fait de pouvoir avoir ce truc. Non, je pense que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Moi, j'ai cette chance-là, mais je conseille vivement effectivement de garder l'esprit ouvert, de garder, si c'est possible, plusieurs environnements dans lesquels on évolue, que ce soit en e-commerce ou en prestation de services, pour pouvoir avoir des comparaisons. Ouais. Et pour pouvoir se confronter, moi je pense que j'ai besoin de garder ce modèle-là parce que j'aime faire des choses que je ne sais pas faire. J'aime avoir un projet où je me dis, on me demande après-demain de reprendre des campagnes Criteo. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je propose, mais si on me le demande,
je dirais que je sais le faire et que c'est parti, on peut y aller. Ouais. Parce que je sais que ça va me confronter à un élément dans lequel j'ai eu des difficultés et je l'aborderai certainement beaucoup mieux aujourd'hui avec le panel de connaissances que j'ai pu avoir sur le chemin. Bien sûr. Et comment tu fais en termes de gestion du temps, justement? Parce que ce modèle hybride, comme tu dis, c'est intéressant, mais comment tu gères ton temps, c'est-à-dire pour à la fois répondre à tes responsabilités, tes obligations professionnelles en tant que salarié, entre guillemets, et pour la gestion de ta propre entreprise? Alors c'est une gestion qui au début a pas été simple parce qu'il a fallu déléguer. Lorsque je suis rentré au début de mon activité en CDI, j'ai eu beaucoup de temps à consacrer à ce nouveau projet. Au fur et à mesure, c'est une organisation qui est très rigoureuse par rapport à je dédie du temps avant mon activité le matin, du coup à la gestion de mon agence. Je dédie des moments d'échange avec mes responsables au niveau de l'agence qui permettent de bien cadrer sur une fois par semaine. On rappelle quels sont les objectifs, on voit où est-ce qu'on va et quelles sont les difficultés majeures qu'on doit réussir à corriger dans la semaine en cours. Et dès la semaine suivante, on reprend ces modèles-là. Et je pense que c'est aussi, j'ai la chance de travailler avec des gens en qui j'ai confiance et qui sont rigoureux. On a posé des processus par rapport aux valeurs de la société et à chaque valeur est associée une règle. Et tout simplement, on suit cette ligne directrice. Je pense qu'au début, ça a été compliqué parce qu'effectivement, les règles n'ont pas été redites suffisamment. Et dès qu'on s'est écarté de ça, on a vu baisser en qualité l'accompagnement qu'on a pu avoir avec les personnes avec qui on travaillait. Et il a fallu tout simplement reposer les règles, reposer une structure qui peut paraître rébarbative, mais qui permet d'avoir du contrôle, d'avoir des objectifs qui sont clairs et d'avancer un peu comme tu l'expliquais au niveau de la façon dont vous gérez chez Incubox vos objectifs à l'année. Je pense que nous on fonctionne sur le même schéma. On a des objectifs, on a des difficultés et on les suit régulièrement et surtout on fait beaucoup de communication autour de ça. Et comment tu vois Pardon, tu voulais peut-être parler. Non, j'avais fait une synthèse communication et process, quoi. Communication et process à fond et du coup, ce serait ça la clé pour tenir un modèle hybride comme ça et faire en sorte que tout fonctionne correctement, quoi. Dans la mesure du possible. Et en termes de croissance pour ta société, la tienne, comment tu vois les choses justement dans les années à venir? Et il y a ce côté-là qui, je pense que pendant les 2 dernières années, c'est quelque chose que j'ai laissé de côté en termes de focus de croissance. Et c'est un modèle qui fonctionne correctement parce que on a une base de clientèle qui est fidèle, qu'on connaît très bien et du coup qui nous permet d'optimiser les actions qu'on peut avoir sur ces clients-là. Aujourd'hui, le but, c'est d'agrandir l'équipe. Donc, il y a une autre personne qui va nous rejoindre pour travailler avec nous et justement développer l'activité. Et le souhait, c'est de commencer à faire de l'acquisition sur cette structure-là, de développer un site internet qui mette en avant notre méthode. Le but, ça a été de aussi créer justement la rencontre entre tout ce qu'on a pu faire sur les 5 années précédentes et de créer une méthode qui nous ressemble, qui soit en accord aussi avec les enjeux d'aujourd'hui par rapport à la croissance qu'on peut souhaiter sur Internet et qui permette au profil de client en tout cas qu'on cible de se retrouver dans le message qu'on souhaite transmettre et de potentiellement travailler avec nous si on s'aligne en tout cas sur les envies à ce niveau-là. Ouais. Ok. C'est super intéressant en fait, comme expérience. C'est vrai que c'est marrant parce qu'on n'arrête pas de mettre en avant les avantages d'être entrepreneur, mais là finalement tu as réussi quand même à trouver un équilibre entre cette activité finalement salariée et ta propre entreprise sur le côté, et apparemment ça a l'air de bien fonctionner comme ça. C'est un discours qu'on n'entend pas souvent, que ce soit ici sur cette chaîne, mais d'une manière générale sur YouTube. Il y a un peu les communautés s'enferment entre elles, on va dire, mais donc le milieu entrepreneurial, le milieu e-commerce, etc. est justement très axé sur la vente du rêve de l'entrepreneur e-commerce et de tout ce que ça englobe. Et je trouve ça hyper intéressant de montrer aussi que ça peut avoir différentes formes. Il peut aussi avoir du coup des formes qui peuvent être plus sécurisantes que d'autres pour des gens qui justement peut-être auraient du mal à passer peut-être le cap
ou qui sont un peu dans une quête de réflexion vis-à-vis de tout ça, vous pouvez très bien monter en compétence finalement dans ces différents sujets et attaquer le sujet de l'e-commerce de l'intérieur directement, en fait, en travaillant dans des boîtes qui sont intéressantes et où l'équipe est dynamique, etc. Vous pouvez vous positionner là-dedans et en fait prendre le temps finalement de savoir si c'est ce que vous voulez faire avant de mettre un all-in et d'investir sur son propre projet, etc. Il y a différents chemins possibles, donc c'est vrai que c'est super intéressant. Et ça met un peu de nuance, je trouve, dans ce qu'on entend globalement sur YouTube. Donc merci pour ça, Théo. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que ça demande quand même une conversation, on va dire, avec ton responsable, parce que je me dis, tout le monde n'est pas ouvert à ça non plus. Bien sûr. Est-ce que ça vous dit, les gars, qu'on fasse un petit tour de table sur ce que vous jugez comme game changer dans le e-commerce en 2024 ? Donc finalement, les points clés pour avoir du succès financier sur un site e-commerce, site dropshipping, e-commerce, peu importe. Est-ce qu'il y a des choses que vous retenez plus ? On peut commencer par toi, Romain, par exemple. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont de toute façon indispensables aujourd'hui pour performer en e-commerce ? Indispensable aujourd'hui, je vais répéter ce que je répète toujours. Ne vole pas mes idées. C'est vraiment le style de mon... Non, mais bon, il y a deux choses qui sont indispensables. La première chose, déjà, c'est de créer une marque aujourd'hui, que ce soit une identité autour d'une personne qui va représenter en fait sa propre marque, ou alors la marque poussée, le curseur de la marque dans le branding même de l'objet, de ses fonctionnalités, etc. C'est vraiment, voilà, c'est pour ça que le dropshipping, j'en parle de moins en moins au jour d'aujourd'hui. On a de moins en moins de demandes de toute façon au niveau en tant que fournisseur. C'est vraiment ça qui fait la différence aujourd'hui, mais c'est pas suffisant puisque des marques, il en sort tout le temps, tous les jours. Il faut réussir à se différencier. Et la deuxième chose, c'est l'utilisation intelligente de l'IA, je pense, également pour justement aller beaucoup plus vite dans des process, pouvoir tester des process, pouvoir, pourquoi pas, effectivement, monter des sites à la vitesse de l'éclair avec ce que permet l'IA aujourd'hui. Tester encore. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment les deux points que je retiendrai. Alors, il y en a sans doute d'autres, mais là, tu m'as pris un peu à froid sur cette question. Mais en priorité, je dirais vraiment la création de marque et d'identité. C'est vraiment ce qui fait principalement la différence. Et toi, je ne sais pas du tout ce que tu considères comme game changer. Tu sais très bien ce que je vais dire. Alors, moi, je te rejoins sur la marque. Créer une marque, c'est indispensable. Et encore que plus ça va, plus j'ai presque envie de dire aux gens qui nous écoutent, le seul truc important, c'est les créatifs. Point du jeu. Vraiment, c'est que j'ai l'impression que tout fonctionne avec ça. Je vois des marques qui galèrent pendant longtemps parce qu'il y a juste ça qui penche. Les bonnes créatifs, ça débloque tout. Je vois des trucs tout pourris qui ont des créatifs super bonnes dès le début, ça cartonne direct. J'ai l'impression que c'est le nerf de la guerre maintenant. Alors, quand tu fais de l'acquisition via Facebook, via des canaux qui ont besoin de créatifs publicitaires, on s'entend. Mais donc, quand on est sur ces canaux-là, j'ai l'impression que c'est tout ce qui compte. De plus en plus, en tout cas, dans tous les business dans lesquels on intervient, on a du mal des fois à comprendre ce qui ne va pas parce que les produits sont super, les photos sont super, le site est super, le site est rapide. Et ils arrivent, on voit ça galère malgré tout ça, et on va voir dans le business manager et on fait c'est bon, c'est là que ça se passe, c'est ici que le problème se trouve. C'est juste les créatifs qui sont pas assez bonnes ou alors une mauvaise méthodologie, mais même ça, si vous avez des bonnes créatifs même avec une mauvaise méthode sur Facebook, vous pouvez performer. C'est devenu c'est fou, mais c'est devenu un peu ça. Donc je rajouterai rien d'autre. Créative, le truc qui change le plus la donne sur un business, c'est les créatifs. Je sais pas ce que toi t'en penses, Théo. Moi, je pense effectivement que les créatifs jouent beaucoup aujourd'hui. Après, pareil, tu me prends peut-être un peu à froid sur la question. Aujourd'hui, ce qui peut être game changer en 2024 pour bien performer... La question reste ouverte. Il n'y a pas d'élément différenciant. Avoir beaucoup d'argent. Ça, les ressources, ouais. On en a déjà parlé d'ailleurs dans un précédent épisode. Aujourd'hui, lancer un projet e-commerce, si tu n'as pas un minimum de fonds, et quand je dis un minimum, je temporise ce mot minimum parce que c'est pas 1000 balles, quoi. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir de l'argent et surtout, je dirais même de la patience aussi, parce que on l'a vu sur certains projets, c'est de plus en plus long. Alors ça coûte de plus en plus cher, c'est de plus en plus long pour avoir des résultats.
C'est sûr. Donc c'est... Ouais, sur le projet sur lequel on a fait 1,5 million l'année passée, en 2023, donc avant qu'il soit mis à l'arrêt à cause de PayPal, on a aussi eu au début 4 mois de déficit en fait sur ce projet-là. Le temps justement de trouver la recette, le temps de trouver les créatifs qui fonctionnent, le temps d'avoir de la data également sur les outils d'acquisition. Et c'est vrai que ça, c'est quand même notable. Donc c'est vrai que c'est pas déconnant en fait le pognon. Parce que c'est vrai que si tu n'as pas assez de ressources pour pousser ton test, pour pousser ton déploiement, le projet meurt dans l'œuf en fait. Il n'y a pas de moment où il arrive à se stabiliser. Tu t'arrêtes directement parce que bon, bah, tu n'as plus de ressources. Alors que ça se trouve, tu vas avoir un projet, moi le projet que j'évoque là, 4 ans qui tourne. 3, 4. Ouais, c'est sûr. Et si jamais il n'y a pas eu assez de ressources au début, bon, bah, on aurait arrêté le projet et puis fin du jeu, alors que le truc a généré un max de thunes derrière. Donc oui, c'est pas déconnant. Ce qui est game changer maintenant, c'est d'avoir de l'argent de côté, quoi. Après, je pense que ce qui va être peut-être un élément clé aujourd'hui pour bien performer, ça va être de bien gérer sa preuve sociale. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, et plus que jamais, on est dans une période avec TikTok, avec justement cette mise en avant via l'UGC, qui, même après 3 mois, en fait, on est déjà sur attention, les UGC ça marche un petit peu moins bien, il faut professionnaliser la chose, il faut apporter plus d'humanité là-dessus, et du coup on est sur un système qui continue à évoluer de plus en plus rapidement, et où bien gérer sa preuve sociale, que ce soit via des acteurs comme Trustpilot, qui font un petit peu c'est un braquage en fait qui est fait par Trustpilot, où on est dépendant. Ils nous font chier. Hein. Ils nous font bien chier. Leur système de référencement. Pour ceux qui ne savent pas, Trustpilot, donc application, plateforme d'avis. Donc il y a les avis de la marque qui apparaissent dessus, mais donc c'est souvent un site extérieur à l'application d'avis que vous utilisez sur votre propre e-commerce. Donc vous n'avez pas de contrôle sur ce qui est dessus. Et eux, leur business model, c'est de se référencer sur le nom de votre marque avec le mot avis derrière. Typiquement pour citer Horace Avis, vous allez avoir Trustpilot qui va ressortir directement. Sauf que pour se référencer, il y a une des règles d'or qui est importante pour se référencer sur Google, c'est le temps que les gens passent sur ta page. Et donc ils ont trouvé un hack ultime pour faire en sorte que les gens restent plus longtemps sur leur page pour être du coup en premier sur la requête nom de marque plus avis, c'est de faire remonter quoi qu'il arrive ou presque les avis négatifs. C'est-à-dire que même si vous avez une note de 4,5 sur 5 sur votre Trustpilot, les premiers avis qui vont apparaître sur votre page Trustpilot, c'est les avis négatifs. Parce qu'en fait, la négativité apporte beaucoup plus d'attention. Ouais, c'est un biais psychologique connu, ça. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, les gens restent plus longtemps, ils lisent les avis négatifs avant de lire les avis positifs. Alors que s'ils arrivent et qu'il n'y a que des avis positifs, bon, bah, ils scrollent, ils voient que oui, on peut faire confiance à cette marque et ils passent à autre chose. Et donc, oui, bah, je dis qu'ils nous emmerdent parce que du coup, c'est un braquage. Parce que de fait, on est obligé, si on veut remédier à ça, de travailler avec eux. Et tout à fait, ouais. Et du coup, c'est un abonnement qui est payant. Ouais. Et pour peut-être compléter ce que tu disais sur les avis négatifs, il y a aussi le côté où, en tout cas en France, le consommateur est a une propension beaucoup plus importante de mettre un avis négatif parce qu'il n'a pas été content que de mettre un avis positif parce qu'il a été content. Ouais, tout à fait, bien sûr. Quand les gens qui sont contents, en fait, vont pas aller encore plus effectivement sur une plateforme extérieure. Le mix des deux est mortel. Ouais. Et bienvenue après la pause. C'était l'instant pub. Là, vous avez vu notre putain, j'arrive pas à parler avec ça en même temps. Vous avez vu une incrustation publicitaire de moi qui est en train de vous vendre un produit en lien d'affiliation. Je leur dis avec le nouvel outil IA, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez générer toutes vos pages produits en seulement 5 minutes. Vous avez un code de réduction en plus quand vous passez. Il faudra, hein, dès qu'on a un petit peu de notoriété, contactez-nous. On est chaud pour faire des gros placements produits. Je sais pas si ChatGPT, si tu nous vois, on a l'abonnement. On est chaud. Et on est prêt à faire de l'affiliation. Et on a beaucoup aimé en plus GPT-4o, donc on peut en parler très 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 correctement. Et c'est parfait parce que ça nous fait une super passerelle vers le prochain sujet, qui est du coup... Autant pour moi, c'était le sujet de ce matin, ChatGPT. On est sur je crois que le sujet n'est pas si éloigné du prochain sujet. On a un truc sur les IA. Sur la productivité, on peut parler de l'IA. Hein. C'est vrai. Mmh. Il peut y avoir Partager nos opinions sur le lifestyle à avoir pour être productif. Ouais.
Moi, j'ai résolu cette question depuis longtemps. J'ai arrêté d'être productif il y a 2-3 ans. Et depuis, vous allez voir, porte beaucoup mieux. Vraiment, je porte beaucoup mieux. Je fais que des podcasts et des vidéos sur YouTube. Et ça me va très bien. Non, plus sérieusement. Niveau productivité... Waouh, pardon, excusez-moi. Niveau productivité, moi, ce que je recommande, c'est déjà, premièrement, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est con à dire, mais c'est super important, je trouve. Bien manger, faire du sport régulièrement, bien dormir. Et du coup, je pense que ça fait déjà 80% du taf parce que derrière, du coup, tu es en forme, tu es plus concentré, tu n'as pas de difficultés. Enfin voilà, pour moi, c'est le plus important. Et ensuite, en tips de productivité, c'est des sessions de concentration. Moi, je fonctionne beaucoup au deep work. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais j'ai des coupures régulièrement, et ça me le faisait tout le temps, fut un temps quand justement, j'avais pas organisé un peu ma façon de travailler, et je répondais aux messages WhatsApp et tout le temps. Mais très mauvaise idée, parce qu'en fait, constamment coupé, je crois que tu avais eu le même problème pendant un temps, il me semble, tout constamment coupé, ce qui fait qu'aucune tâche où il faut se concentrer, où il faut être focus, j'arrivais pas à être dedans, parce que d'un coup, je répondais à un message, puis un autre message, puis c'était des sujets importants, donc il fallait quand même réfléchir au sujet. C'est ça, tout est toujours important en fait. Tout est toujours important, et du coup maintenant, je me suis un peu réorganisé, et puis je le dis à mes clients aussi, ceux qui ont des questions et tout, je leur dis non, c'est simple, je te répondrai quand je te répondrai. En fait, le matin, je suis en deep work, donc je me focalise sur des tâches importantes. Et l'après-midi, je suis un peu plus relâche, on va dire, je touche un peu à tout. Je manage des trucs, je mets à jour des tableaux de comptage, je fais plus des trucs qui demandent moins d'efforts intellectuels, mais qui sont indispensables malgré tout. Et comme ça, dans le même temps, je suis dans la réponse, je suis dans le management des équipes, je suis dans le reporting, je regarde un petit peu ce qui a été fait. Et donc, je dirais que l'organisation aussi, c'est important du coup de s'organiser, savoir comment est-ce qu'on fonctionne et s'organiser en conséquence pour avoir un modèle de travail qui vous correspond et où vous voyez que vous êtes plus efficace. Et pour finir, je dirais qu'il faut faire un peu d'A/B test, du coup essayer différents modèles et voir ce qui vous apporte le plus de résultats ou en tout cas un sentiment de productivité, quoi. C'est pas juste moi je fais ça et je vois ce que ça donne, c'est dire on va essayer 3 méthodes, je travaille comme ça, je travaille comme ça, je travaille comme ça. Comment ça s'est passé dans les 3, faire un peu de suivi, tu notes un petit peu comment tu étais niveau énergie, comment tu étais niveau humeur aussi, parce que tu as des méthodes de travail qui peuvent te rendre malheureux et c'est pas le but. Et donc voilà, trouver son équilibre et je pense que c'est important. Mais en tout cas, c'est très important de se poser la question. Il y en a beaucoup qui du coup juste vont à l'attaque, tu vois, ils vont bosser sans se poser la question de comment être plus productif ou juste plus épanoui dans leur méthodologie de travail. C'est super important de se dire non, il faut optimiser ça. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est le plus approprié pour vous avec votre façon de concevoir le taf, donc de l'appréhender correctement. Ce serait quoi du coup les outils est-ce que toi tu utilises des outils au quotidien pour améliorer justement cette productivité? Ouais. Déjà, il y a un truc qui m'a un peu libéré l'esprit et qui du coup a amélioré ma productivité, c'est de prendre des notes de tout ce qui me traverse l'esprit. C'est-à-dire que pendant un temps, je stockais. J'avais des idées où j'avais dit il faut que je pense à ça, il faut que je fasse ça, et je ne notais pas. Quelle horreur. En fait, du coup, j'avais je sais pas comment on appelle ça, une charge mentale, j'en sais rien. Un truc comme ça où j'ai dit il faut que je retienne ça, il faut que je retienne ça. Et en fait, non, maintenant, dès que j'ai un truc, je me dis il faut que je demande au monteur, par exemple, de penser à ça. À 1h10 de vidéo, il y a ça. Je l'écris. Je l'écris, et du coup, j'ai un réflexe d'aller voir ce que j'ai écrit. Et donc, au niveau des outils, notamment, j'ai des fiches Notion, donc l'outil Notion, où je mets beaucoup de choses comme ça. Et où, du coup, j'ai un peu organisé en tableau, en secteur et tout. Donc, je prends le réflexe d'aller voir mes notes qui sont catégorisées, du coup. Et donc, c'est tous les jours, comme j'y vais tous les jours, et je les mets à jour toute la journée. Dès que j'ai des idées, etc. Justement, pour ne pas casser aussi des moments de réflexion. Si je suis en deep work sur un sujet, mais que je m'éparpille et que je pense à autre chose, putain, il faut vraiment que je pense aujourd'hui à faire ça, hop, je vais le noter là-dedans, ça sort de mon esprit, je reste focus et je sais que ce sera fait. Ce sera fait parce que j'irai voir mes notes de toute façon, dans tous les cas, avant de finir ma journée. Et donc, Notion, très important. En autre outil d'organisation, est-ce que j'en ai d'autres? Notion est très complet en fait. La plupart des trucs que j'utilise sont sur Notion. Après, effectivement, typiquement, ne pas s'organiser au niveau des moyens de communication avec ton équipe et avec tes clients. Nous, on utilise WhatsApp. Du coup, tous mes clients, je les fous sur WhatsApp aussi. Le but, c'est d'avoir un seul outil qu'on utilise avec toutes les communications. Si tu commences à avoir un Slack, un WhatsApp, un Skype, un Telegram et que tu as tout qui se mélange dans tous les sens, c'est vite le bordel, c'est vite brouillon et tu perds du temps à chaque petite étape et en fait, du coup, ça peut nuire à ta productivité. Donc, utiliser un seul outil et le processer pour que toute ton équipe soit dessus. Les drives qu'on utilise beaucoup, toujours encore, même si c'est quand même un peu le bordel. C'est un peu le bordel et on le ressent. Donc. Éternel pour tous les drives du monde. Ça, ouais. On a beau. Et le pire, c'est qu'on met quand même des sessions. Félix a passé des heures et des heures pour le réorganiser et c'est mieux. Parce que nous, de notre côté, en tout cas, avant, on perdait vraiment un temps fou.
Mais malgré tout, on sent, enfin, je sens que on recrée le chaos. Et on a refait un truc qui était bien, etc. Et c'est pas la faute de Félix, en l'occurrence, c'est vraiment plutôt de la nôtre. C'est que du coup, lui, il fait tout pour que tout soit carré, etc., que ça ressemble à quelque chose. Et il nous dit, bon, maintenant, vous suivez ce truc strict. Sauf que le problème du drive, c'est le rush. Là, par exemple, on est en train de discuter entre nous. Mettons, on a 2-3 coups de fil, des trucs importants qui tombent, et on a des trucs à faire après, avant la fin de cette journée. Et d'un coup, tu édites un truc et tout, tu le fous dans le drive vite parce que tu dois enchaîner. Sauf que ce comportement toxique pour ton entreprise sur le long terme, au bout d'un moment, tu as des drives où c'est le bordel, et dans tous les cas, c'est un peu comme ta chambre. Tu peux la ranger aussi bien que tu veux à un moment donné. Dans un mois, il faudra que tu la re-ranges. Parce que tu rentres du taf le soir, tu rentres bourré, tu mets ta veste à côté, et c'est le bordel. Et ça redevient le bordel à chaque fois. C'est l'effet cumulé dans le sens négatif. Exactement, c'est ça. Mais j'ai pas tellement plus d'outils, en tout cas pas qui me viennent à l'esprit là comme ça. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. C'est déjà vachement bien. Non, moi je suis pas du tout. Moi, le seul outil que j'utilise, c'est la méthode Pomodoro sur YouTube. L'après-midi, tu sais, le matin j'ai des appels, donc voilà. Mais c'est vrai que l'après-midi, je suis dérangé par toutes les notifications du monde. Et sur ma to-do list, j'ai du mal à les hiérarchiser en fait, au niveau de l'importance de chaque tâche. Et j'ai vraiment, ça c'est un défaut que j'ai, je commence un truc. Si je rencontre une petite difficulté, je dis attends, en fait j'ai le mail à écrire, c'est vrai. Tiens, et hop, je bascule sur un email. Et puis pendant l'email, je peux très bien, tiens, il y a une notification d'un client qui fait dire un machin. Je dis merde, putain, attends, je vais lui répondre. Ou je vais dire à Quentin ceci ou à Sylvain ça. Et je peux en fait travailler sur 3, 4, 5 tâches en même temps sans en finir une seule. Ouais. Et ça, c'est un gros problème que j'ai. Donc cette histoire de Pomodoro, bon, alors c'est simple, je mets des sessions de 30 minutes. Hein. Il y en a qui mettent 50 minutes, 1 heure. Non, 30 minutes, c'est assez. Après, je fais une petite pause, mais j'essaie vraiment de m'y tenir. Avec une petite musique de fond, si j'ai pas besoin d'être trop concentré sur YouTube. Et voilà, et j'essaie vraiment de dire non, mais t'y es, peu importe l'importance des tâches sur le côté, tout est important tout le temps. Donc finis ta putain de tâche. Ouais. Et ça fait que ça fait un bout de temps que j'essaie de faire ça. Mais j'y arrive pas. Voilà. En conclusion, j'y arrive toujours pas. Non, j'y arrive de mieux en mieux, mais je me fais violence là-dessus pour pas répondre aux notifications. Par exemple, tu vois, Sylvain, donc mon associé, lui, il a carrément retiré les notifications, et des fois même ça, je vais pas dire ça m'agaçait, mais je dis, bah t'as vu le message du machin ? Non, j'ai pas vu. Bah, il y a 1 heure, il a envoyé un message. Bah non, parce qu'en fait, il a raison, hein, quelque part. Il a viré toutes les notifications, et de temps en temps, il regarde. Ouais. Mais moi, j'ai toujours l'impression, non, mais c'est urgent. Tu vois, j'arrive pas à me décoller de ça, quoi. Donc voilà, à part Pomodoro, moi, j'ai pas d'outils pour améliorer ma productivité. C'est triste. Ouais, et toi, c'est comment ? Moi, j'ai eu une période Pomodoro aussi. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, j'en ai plus trop besoin. J'ai un côté très papier où tous les matins, j'ai une feuille blanche. Pareil, papier. Et sur ma feuille blanche, j'ai les trucs importants de la journée et ensuite ce qui va découler derrière. Putain, c'est dingue ça. Et par contre, j'ai une maladie mentale de bibliothécaire Notion. Je vais l'appeler un petit peu comme ça, où je quadrille absolument tout dans Notion. Tout ce que je fais, que ce soit travail comme vie personnelle. D'accord. Et l'IA est venue rajouter des éléments supplémentaires là-dedans où ça va pas être de la productivité, mais ça me permet de gagner du temps sur des éléments que j'aurais peut-être pas soupçonné avant. Ou je lisais un article très intéressant là-dessus sur l'évolution de Google, en fait. Quels sont leurs enjeux aujourd'hui pour 2024, 2025, 2026. Et Google commence à se rendre compte que les requêtes simples, prendre avion Paris, commencent à ne plus vraiment ressembler à ça. On commence à avoir des requêtes qui sont très précises, très longues, parce que tout simplement les gens commencent à avoir l'habitude de questionner ChatGPT avec des requêtes des vraies phrases très longues. Ouais, exactement. Et du coup, ce fonctionnement-là m'a permis de me dire, je commence à utiliser ChatGPT beaucoup plus comme assistant d'apprentissage, où j'ai commencé justement une bibliothèque de livres de développement personnel, de développement économique et d'éléments sur des éléments techniques par rapport à de l'ADS, par rapport à des éléments de dev. Et je lui fais faire des résumés, peut-être une dizaine de résumés par jour. Et tous ces résumés, je les classe à l'intérieur de Notion avec le nom des auteurs, le nom des technologies, les 10 points importants. Et ensuite,
je me donne des temps chaque semaine où je lis ces éléments. Ok, ça va. J'allais dire, si jamais c'est que du stockage, j'allais faire, bah oui, c'était une maladie mentale, mais si tu prends le temps d'aller aussi exploiter et de lire tout ça et de le réviser, c'est trop bien. C'est trop bien comme méthode. Après, je sais que ce ne sera pas éternel, mais peut-être que je vais faire ça pendant 6 mois et ça va me permettre de monter en compétence sur des sujets qui m'intéressent et d'avoir ce principe conversationnel, en fait. Ouais. Et je pense qu'en termes de productivité, j'ai pareil, c'est des boires de notifications où j'arrive pas à me dire que les choses ne sont pas importantes. Et du coup, je me laisse aller de ce côté-là. Par contre, je sais que j'ai du temps, et ça c'est vital pour moi, j'ai du temps le matin et le soir pour pouvoir faire les choses importantes. Et je sais que tu parlais de justement s'écouter et de se poser cette question sur la productivité. Est-ce que je suis productif ? Comment être plus productif ? Moi, j'ai beaucoup de réflexions sur quand est-ce que je suis le plus productif ? Ouais. Et pas est-ce que je suis productif, mais vraiment me dire, il y a des moments de la journée, quand je suis dans une phase de sans régime, je sais que de 14h à 15h30, je ne suis pas productif. Je dois faire de la communication avec d'autres gens, des choses qui me stimulent et autres, parce que sinon, si je dois faire de la construction ou de la créativité à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Je ne vais rien sortir du tout de cette période-là. Par contre, je sais qu'entre 18h et 21h, je suis productif, et je sais qu'entre 7h et 9h, je suis très productif aussi. Donc je vais ajuster en fonction de ça. Non, mais c'est important de se caler aussi sur ces cycles naturels en fait. Et c'est vrai que par rapport à la vie qu'on peut mener, tu vois, même là ce midi on a pris un repas un peu riche avec une petite bière. Moi, bon, je pense que c'est pour ça au début on a dit Théo, présente-toi bien, présente-toi bien, comme ça nous on t'écoute. Moi je me sens un peu mou et j'ai baillé au moins 15 fois à la caméra. C'est pas la meilleure. Je me disais d'ailleurs c'est pas le meilleur moment. C'est pas le meilleur moment effectivement pour commencer à se lancer dans un travail de réflexion ou d'analyse très poussé. C'est la sieste normalement après un repas comme ça. C'est vrai que tu as parlé de ChatGPT du coup, et c'est vrai que ChatGPT je ne l'ai pas cité, mais oui, en termes d'outils de productivité, mon Dieu, c'est dingue comment ça a changé le quotidien. On en parlait ce matin, on avait un sujet un petit peu sur l'IA, comment est-ce qu'on l'utilisait, et on évoquait le fait que je ne sais même plus comment on faisait avant, quoi. Et on parlait d'ajout de produits typiquement sur les sites e-commerce qu'on avait avant. Putain, et qu'est-ce que c'était long. C'est dingue de passer autant de temps à ajouter des produits et faire de la rédaction de putain de pages produits. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, tu balances ton prompt, tu remplis 2-3 textes à trous à certains endroits pour donner les caractéristiques du produit, les bienfaits, son titre, hop là, tu nous sors tout ça. Et puis c'est beaucoup plus complet que ce que nous on faisait à la main, parce que bon, une fois que tu as trouvé une recette, un bon prompt, surtout qu'une fois que tu as pu l'essayer sur le terrain, que tu fais que cette structure-là de description de page produit fonctionne, tu n'as plus qu'à faire tout le temps la même. Après, moi je trouve que la ligne est fine entre ça va te faire gagner du temps et si tu l'utilises tout le temps, ça va casser aussi ta réflexion. On en parlait aussi ce matin. C'est ce que je disais ce matin également. Et on disait que ça rend con, quoi. Ça rend flemmard, surtout. Ça rend flemmard. Je sais que moi, Théo, tu dois le savoir aussi. Mais donc, niveau orthographe, moi, depuis longtemps, je fais pas attention à comment j'écris, quoi. Et avant ChatGPT, j'étais en pleine progression. Je fais attention et tout, quand même. Ça m'a souvent, les gens ont relevé ce problème-là et tout. Et maintenant, non. Maintenant, j'ai pris le mauvais réflexe qui est que de toute façon, dès qu'il y a du texte qui rentre dans un cadre cadre officiel, un cadre où tu peux pas te permettre, ça passe dans GPT. Et je fais, mais du coup, je progresse plus là, je fais même plus d'efforts. Plus ça va, plus carrément, maintenant, j'écris vraiment à l'arrache. Oui, de toute façon, après, je copie-colle, j'envoie dans GPT. Il le comprend, ouais. Et je sens que ça va me rendre débile cette histoire, mais bon, c'est partie du jeu. Ça fait partie du jeu et je pense juste qu'effectivement, encore une fois, il faut en avoir conscience et donc réussir à se faire peut-être un peu souffrance de temps en temps et se dire bon, ok, il faut quand même se nourrir intellectuellement et encore faire des trucs. On parlait de rédaction, pareil ce matin. La capacité rédactionnelle n'est plus la même qu'avant parce que tu as moins l'occasion de rédiger des trucs. C'est GPT qui s'en occupe. On devient bon en prompt. On devient bon en prompt, mais on n'est plus bon en rédaction simple et basique. Après, il y a une vraie réflexion à avoir aussi sur la façon dont tu construis le prompt. Aujourd'hui, jamais personne, en tout cas peu de gens, ont fait de méthode pour dire comment ChatGPT fonctionne en termes de langage. Qu'est-ce qui va... Quand on fait de la génération d'images, on peut le voir assez facilement sur... il y a des éléments qui sont... je pense à des outils comme Stable Diffusion où on peut générer des images via des prompts. Et il y a tout un langage en fait photographique qui est à la base d'une génération super précise. Et au niveau de ChatGPT, il doit y avoir exactement le même fonctionnement. On est sur un modèle de langage, comme il l'appelle,
Et je pense qu'il y a un vrai intérêt au fur et à mesure de se poser la question du fonctionnement, de se poser la question de comment fonctionne mon prompt et comment je fais pour ne pas arriver sur des résultats qui sont une moyenne en fait. Ouais. On veut sortir en tout cas dans la façon dont on évolue dans le business, sortir de justement cette moyenne pour avoir des choses performantes en termes de réflexion de son côté. Mais par contre, la génération de la moyenne pour tout ce qui est fiches produits et autres est incroyable parce qu'elle correspond effectivement exactement à la moyenne qu'on veut toucher. Ouais, c'est vrai. Ça Il y en a qui commencent à essayer de se positionner sur le marché des prompts. Il va me détester parce que je l'ai déjà cité la dernière fois. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit t'es en train de balancer mes idées business sur ton podcast. Mais désolé. J'ai un copain qui fait ça, qui vend des prompts. Et donc dans différentes niches, en fait, selon le besoin des entreprises, justement. Et donc, il a identifié différents secteurs et il a fait des listes de prompts pour les différents secteurs. Je sais pas, mettons un restaurant va avoir des besoins en chat GPT, mais qui ne seront pas les mêmes qu'un pharmacien ou qu'un e-commerçant. Et selon le secteur d'activité, bam, je t'envoie les prompts adéquats à tes besoins. Et donc, il se positionne comme expert en la matière. Alors après, voilà, tout dépend effectivement. Je ne sais pas s'il a compris le modèle, parce qu'effectivement, c'est très peu documenté. Mais en tout cas, il y a déjà effectivement des façons de communiquer avec GPT qui sont assez complexes finalement. Et qui demandent certaines compétences, certaines analyses, beaucoup de tests avant de comprendre ce qui fonctionne vraiment, quoi. J'ai acheté un livre, moi, sur des prompts, justement, sur quelqu'un qui a un petit peu étudié le langage pour voir un petit peu comment est-ce qu'il fonctionnait. Ouais. Et ça s'appelle Super productif, comment utiliser ChatGPT, et qui a été créé par 2 mecs qui travaillent sur LinkedIn. Je ne saurais pas leur nom, mais si vous tapez le nom du livre, vous devez le trouver assez facilement. On mettra en référence dans le... Et qui est très complet sur le sujet. Enfin, qui est abordable, à mon avis, assez court, donc accessible à tous, et qui justement met en lumière quelques prompts pour apprendre à être peut-être un petit peu plus précis dessus, et qui ouvre des perspectives intéressantes. Ok, ouais, super intéressant. Cool. On le mettra en description, puis tu nous l'enverras, qu'on puisse regarder ça. Ça marche. Alors, j'avais une question à vous poser par rapport justement aux outils, au lifestyle, aux outils de productivité. Est-ce que pour vous, justement, faire du sport, ça rentre dans la productivité d'une journée ? Ouais, à 100%. Pour moi, ça, en tout cas, moi, ça me permet de démarrer la journée avec une victoire. Et en fait, l'état d'esprit d'avoir une victoire et en fait, cette journée est déjà gagnée, ça m'aide à mieux l'appréhender, ça améliore, je trouve, même l'humeur. Quand tu bosses avec des gens, ton humeur, ça a un impact direct sur ton business, en général. Donc, ouais, pour moi, c'est un indispensable et ça vient vraiment booster une journée. Et puis, à contrario, en plus, quand tu commences à être habitué à en faire, quand tu n'en fais pas, bah, c'est pire que tout. Tu te sens pas bien, tu fais « Ah putain !» Tu commences sur une défaite, du coup. Quand tu n'en fais pas, tu commences sur une défaite. Si, mettons, tu t'es pas levé. Des fois, ça m'arrive que je me pose la question, le réveil sonne relativement tôt parce que je veux faire ma séance avant de venir ici. Je me dis putain, est-ce que vraiment je me lève, est-ce que je m'accorde pas 1 heure de plus? Et je me dis, si jamais tu n'y vas pas, tu vas passer une journée de merde. Enfin, tu vas t'en vouloir, tu vas être désagréable. Enfin, je caricature, mais voilà. Donc pour moi, c'est devenu un indispensable en termes de productivité et tout. Et ça va dans un schéma de pensée aussi. Malgré tout, tu vois, dans le milieu entrepreneurial, dans toutes nos références, les créateurs de contenu, etc. On est très dans le lifestyle, le sport, la discipline, tout ça. Et moi, j'essaye de me visionner un peu dans cet univers-là qui est critiquable sur plein d'aspects, etc. J'essaie d'être nuancé, mais qui, malgré tout, du coup, je me projette là-dedans parce que tout cet univers-là, c'est des gens qui ont des résultats qui moi, m'intéressent. Je trouve que c'est des gens qui sont intéressants. Quand je connecte avec des gens de ce milieu-là, enfin de notre milieu, du coup, je trouve que c'est passionnant. Donc j'embrasse pleinement tout cet écosystème, tout ce lifestyle, et je trouve que ça en fait partie de faire du sport et tout. Et donc, vu que c'est ce que je crois et que ça m'inspire, le fait de le faire, je suis en adéquation avec ça. Et cette adéquation fait que, moi, en tout cas, ça booste à fond ma productivité et mon bien-être, de manière générale. Moi, j'ai eu du mal avec ça pendant un petit moment. Alors déjà, bon, je suis pas un grand sportif au sens où je suis un sportif yo-yo, tu sais. Je vais me mettre pendant 1 mois à fond, puis après, pendant 2-3 mois... Ce fameux sportif yo-yo, je ne connaissais pas le yo-yo. Donc, on voit bien que j'ai besoin de m'y remettre sérieusement. Mais à ce moment, tu vois, je marche, je vais courir un peu le soir, etc. Donc, je suis plutôt le soir. Ça dépend, des fois, c'est le matin, mais là, le matin, j'y arrive pas. Mais tu vois, vers 18h30, 19h, je me dis, il faut que j'y aille. Ouais. Faut pas qu'il soit trop tard, etc.
Et à chaque fois, je culpabilise en partant parce que je me dis, ouais, mais attends, j'ai plein de choses à faire encore au niveau boulot, tu vois. J'ai vraiment du mal. Ah ouais, t'as ce truc-là, tu perds du temps de taf. Bah oui, je perds du temps de taf, là. Je fais n'importe quoi, tu vois. Et j'ai du mal, et j'essaye vraiment de me conditionner, en termes de mindset, de me dire, non, Romain, c'est sur ta to-do list, c'est un travail comme un autre. Parce que si tu ne fais pas ce travail, c'est un peu ta santé, de toute façon, tout repose sur ta santé, donc si la santé ne suit pas, bah, tout s'écroule. Donc, ça fait partie de ta mission du jour, comme de travailler sur le prochain podcast, comme d'appeler tel ou tel client. J'essaie d'intégrer ça comme une mission de travail, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que en très très longtemps, jusqu'il y a encore peu de temps, je dis putain, mais je perds mon temps. Je perds mon temps à faire ça. J'ai trop de travail là. Et je ne pouvais pas me détacher de ça. Ah, j'avais pas vu les choses comme ça. Enfin, j'avais jamais réfléchi de cette manière-là. Non, j'ai toujours eu l'impression que... moi, de mon côté, non. Je me suis toujours dit que c'était... En fait, j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu du temps de travail. J'ai l'impression que j'avais déjà des créneaux de taf que j'exploitais et que j'ai rajouté un créneau qui était du créneau sommeil, en l'occurrence, ou détente, parce qu'en fait, je le fais le matin, mais en vérité, du coup, je me couche plus tôt aussi. En fait, j'ai intégré dans le reste de ma vie le sport. J'ai pas le sentiment d'avoir sacrifié du taf. Je faisais autant d'horaires avant que maintenant. Déjà parce que ça fait partie de l'hygiène de vie. J'ai ce truc-là, moi, où c'est rare que je fasse. Les gars, derrière Félix et Clément et tout, ils font des nocturnes des fois. Quand on a des gros sujets et tout, ils font des nocturnes. Ouais. Moi, j'aime pas ça. Vraiment, ça me correspond pas du tout comme truc. Moi, je préfère 8 heures de taf, où j'essaie justement d'être bien organisé, de le faire bien, d'avoir ma session de deep work et tout, et d'être disponible sur les horaires de bureau pour tout notre écosystème, pour nos clients, pour les partenaires de taf et tout. Une nocturne, ça me bousille. Ça me bousille ma semaine, quoi. Enfin, peut-être pas ma semaine, mais les 3 prochains jours, pour retrouver un équilibre, sommeil, etc., je vais être fatigué pendant 3 jours. Et donc, j'ai le sentiment que pour une nuit, enfin une journée, plus une nuit de full productivité, qu'après, je perds 3 jours. Ouais. Je me dis, bah, du coup, mon échange n'est pas bon. Alors que je sais que Félix et Clément fonctionnent bien avec ça. Enfin, Clément est un peu plus nuancé. Je sais que Félix, en tout cas, ça lui va très bien. C'est parce qu'il est narcoleptique, c'est pas pareil. Ils n'ont pas le même rapport au sommeil, merde. Mais lui, pour le coup, les micro-siestes de la journée, comme ton pote, il connaît. Ah bah, grave. Non, c'est ça l'avantage d'un narcoleptique. C'est sûr que c'est pour ça qu'il y a un sujet qui est important sur le fait de s'écouter et de faire selon soi. C'est parce qu'en fait, on est comme ça, tous différents. Et faut grave faire de l'A/B test avec soi-même. Bon, faut se renseigner auprès de ce qui fonctionne et tout. Mais même au niveau des compléments alimentaires, en fait, il faut en prendre. Et tu vois aussi, tu fais de l'A/B test sur qu'est-ce qui agit sur toi, qu'est-ce qui sert à rien, où est-ce que tu vois une différence. Même s'il peut y avoir une armée d'études qui disent oui, vous êtes tous en carence de ça, prenez ça. Et si tu le prends et que tu vois pas de changement, c'est pas forcément utile. Il faut le prendre un par un. Ouais, grave. Je pense que j'ai le même fonctionnement, enfin un petit peu entre vous deux là-dessus. Le sport, je le considère comme une tâche non négociable dans ma semaine. Je pense que ça crée un rythme de vie qui est super important. Moi, je suis comme toi aujourd'hui aussi là-dessus, où je dois me coucher après un certain horaire. Mon rythme, voilà, il est ce qu'il est et il est sacré par rapport à ça. Et tout ce qui va autour du taf, moi je suis plus dans une quête de me dire que je veux être en forme dans les années à venir, que ce que je fais aujourd'hui, ça aura des résultats dans 5 ans, d'un point de vue sport. Et je suis dans une quête perpétuelle de... comment conserver une énergie bestiale. Je vais l'appeler un petit peu comme ça. Mais le sport, en tout cas moi je fais de la musculation plusieurs fois par semaine, c'est nécessaire pour garder un taux de testostérone qui est important. Je prends également des compléments alimentaires là-dessus. Je prends notamment un petit complément qui s'appelle le Shilajit à une petite boutique qui s'appelle Sio. Je lui fais un coucou de loin. Ces 2 éléments-là sont nécessaires pour aborder les éléments difficiles de la vie. Donc tout ce qui peut être une frustration, ça m'aide à l'aborder de la meilleure façon. Ça aide aussi à prendre des décisions et ça aide à être là pour se battre quand ça se passe pas bien. Je suis grave d'accord avec ça. C'est super analyse. Tout ce qu'il va y avoir là-dessus aujourd'hui, moi je suis un ancien fumeur où j'étais dans un cercle parisien où on allait beaucoup boire des coups. Et en fait, on y va juste après d'ailleurs. Je suis avec plaisir. Mais c'est des éléments que je garde pour le week-end, que je garde pour des éléments de plaisir, parce que je vieillis. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi, mais je le ressens beaucoup plus qu'avant.
je sais que ça doit être quadrillé parce que il faut entretenir l'énergie bestiale sur le reste de la semaine qui est nécessaire. J'aime bien. Énergie bestiale. Ouais, j'aime bien le terme aussi, énergie bestiale. Ouais. Qui est... moi, ça Il y me a fait un penser petit à l'attaque côté, des titans. ouais, c'est exactement pour Forcément. ça, c'est exactement pour ça. T'as quel âge, si jamais c'est pas indiscret, si tu veux le dire au podcast? J'ai 31 ans. 31 ans. 31 ans, du coup, voilà, il y a eu une vraie phase quand même j'ai 30 ans. Ah oui. Et je pense que ça a conditionné beaucoup de choses, même si c'est pas une étape incroyable en soi. C'est l'occasion de faire le point sur pas mal de choses. Ouais, c'est un cap d'introspection en fait. Ouais. C'est un moment où tu fais bon, faut prendre des décisions par rapport à soi et tout. Enfin, j'imagine. Hein. Je trouve que le côté d'avoir conscience aussi de ce qu'on fait chaque jour permet de construire quelque chose dans longtemps est super important. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'essaie de cultiver beaucoup. Et c'est dont je m'en suis rendu compte notamment quand j'ai fait de l'immobilier, où j'ai acheté un premier appartement. Et en fait, en prenant du recul sur comment est-ce que ça s'est déroulé, l'énergie que j'ai déployée pour ça a été minime. Ouais. Où il y a eu très peu d'éléments. Donc il y avait comprendre comment ça fonctionne, faire les papiers, trouver un courtier ou passer par des banques et tout. Et derrière, je signe des papiers, je fais de la compta une fois par an et c'est tout, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans le sport, où la difficulté elle est maximale et j'ai envie d'y aller, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais ma progression sur les 2 dernières années, elle est nulle. Parce que je ne prends pas de stéroïdes, parce que je mange comme je mange et je vis comme je vis. Et psychologiquement, ça peut être très dur, mais en tout cas, on verra demain quels sont les résultats de tout ça. Ouais, il y a ce truc aussi où effectivement, on était dans le niveau du sport, on est beaucoup dans l'esthétique aujourd'hui. Enfin, la société, nos références et tout, c'est beaucoup dans l'esthétique. Alors que le but premier, c'est la santé, c'est tout ça en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui. C'est le fondamental en fait qui compte en réalité, mais c'est moins visible. C'est ça. Je sais qu'avec Clément, on en parlait aussi tout à l'heure. Il est un peu frustré parce que justement, lui, il est en pleine transformation en ce moment et ça va pas assez vite. Et c'est vrai que du coup, nous, on est tous là-dedans un peu dans ce truc. Ouais, maintenant, il faut se transformer. C'est esthétique et tout. Alors que bon, le sport, c'est bien même chimiquement. Enfin, ça a été, on sait, c'est prouvé, etc. C'est juste par rapport à ce que tu sécrètes comme hormones ou comme récompense du plaisir, etc. Quand tu fais du sport, c'est juste l'une des clés du bonheur, quoi. L'une des clés du bien-être, etc. Au-delà du coup de ce côté esthétique. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Parce qu'effectivement, quand c'est que pour l'esthétisme, bon, bah, selon les morphos, ça peut vite être frustrant et du coup amener au contraire un mal-être par rapport à ça, ou alors aller défoncer totalement le côté santé. Enfin, totalement, je ne suis pas renseigné sur le sujet, mais aller sur les trucs où tu te dopes, etc., pour aller chercher plus de résultats. Bon, on va peut-être aborder directement un autre sujet pour peut-être conclure bientôt cet épisode. Est-ce que vous préférez qu'on parle du bull run 2024, hein, bien sûr, ou est-ce que vous voulez parler de vos objectifs sur 2024 ? Est-ce que quelqu'un a une préférence sur un de ces deux sujets ? Bah, ils sont un petit peu liés quand même, ceci dit, parce que par rapport à la manière dont je suis exposé en crypto, si le bull run est bon, je dirais mes objectifs seront remplis, tu vois. Oui. Toi aussi ? Ça avance pas mal, hein. T'as des placements crypto ? J'ai des placements crypto. Qui sont des bons placements par rapport à ce qui est en train de se dérouler ? Oui. Putain, les bâtards. Bien joué, les gars. Moi aussi. Moi, j'ai intégré aussi une je cherche le mot. Une routine. Non, pas du tout. Non, je parlais crypto-monnaies. C'est le mot. J'en parle tous les jours à tout le monde et là, ça me sort de la tête. Un groupe. Non, c'est pas ça. De communauté. Non, c'est un pool de liquidité, quoi. Mais c'est un autre nom. Enfin bon, peu importe. Donc on va dire c'est une pool de liquidité dans lequel j'ai mis 40 000 $. D'accord. Et je suis très content du rendement pour l'instant, puisque ça me génère à peu près en moyenne. Alors en fait, ce qui est bien avec les pools de liquidité, c'est que grosso modo, pour le principe, pour les gens qui connaissent pas, c'est grosso modo, imaginez un peu un marché dans lequel on s'échange des pommes et des poires. Et si quelqu'un vient avec beaucoup de pommes et dit ouais, j'aimerais échanger ça contre des poires, s'il n'y a pas assez de poires, l'échange ne peut pas se faire. C'est pareil des cryptos, donc grosso modo, on vient mettre alors moi j'ai mis de l'USDC, mais ça peut être autre chose évidemment. Et grosso modo, en fait, je rends disponible de la crypto pour faciliter les échanges. Mais à chaque fois qu'il y a des échanges, vous le savez, il y a des fees. Donc, moi, je prends des fees sur des fees. Donc, grosso modo, en fait, ça se fait de manière... il y en a des milliers tous les jours.
Et en moyenne, ça me reverse à peu près. Alors, en ce moment, on est sur une période de fluctuation basse, on va dire. On n'est pas encore en ça, mais ça me reverse à peu près entre 300 et 400 $ par semaine. Par semaine ? Par semaine. Donc, c'est pas mal, tu vois. Et j'attends donc. C'est un délire, même, si tu pas ramènes mal. ça à l'année. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu as aussi les effets cumulés, si tu veux. Ah Alors, oui. attention, cette pool de liquidité, elle se finira par se refermer. Passer le bull run, ça n'a plus d'intérêt. Là, je dirais, c'est intéressant, une pool de liquidité à partir du moment où il y a des mouvements. Il y a des volumes Sur, d'échange. Ouais. Voilà, s'il y a des volumes d'échange. D'accord. Donc, si tu veux, là, on est encore qu'au début, donc ce sera normalement, si tout va bien, touchons du bois, de plus en plus intéressant les mois qui viennent, puisque les volumes seront de plus en plus importants, sur des sommes de plus en plus importantes également. Donc, potentiellement, propre, c'est hein. pas mal. Et donc ton investissement est immobilisé Il est immobilisé, en fait, mais bon, je peux le sortir quand je veux. Hein. Donc il n'est pas immobilisé, tu Non, peux le sortir quand tu veux. Enfin, c'est pas immobilisé au sens où, bon, c'est pas. Je ne peux pas, si tu veux, cliquer sur un bouton et dire je sors l'argent. J'ai une demande à faire, il y a quand même une D'accord. démarche. Ouais. Mais bon, en 2-3 jours, c'est fait. Et je sors, en fait, ce que. Et tes gains, ils vont directement dans la poule, à nouveau, ou tu les Tout sors à fait. En fait, ils sont réinjectés dans la Ils sont poule. dans la poule Donc, il y a un effet cumulé qui se fait aussi. Donc, grosso modo, mes gains grandissent. font grandir. Et grandir aussi la proportion de fees, etc. Putain. Donc, je suis plutôt content de ce système-là. Ah bah, tu si vous êtes intéressé, vous me le direz. Je fais ça. C'est un pote qui fait ça, on va dire, mais quelqu'un de très sérieux, avec qui il m'a déjà fait gagner de l'argent par le passé. Tous les liens sont dans la description. Non, je mets pas de lien. Je mets pas de lien là-dessus. Non, tous les rien Mais du tout. non, mais je suis assez content de ce truc et voilà. Donc j'ai fait quelques bons placements crypto qui s'avèrent déjà rentables et j'espère que d'autres le seront encore plus sur des narratives liées aux IA, en gros, etc. Trop bien. Je sais pas s'il y a quelques cryptos sur lesquels tu. Je suis pas du tout là-dessus. Moi, je suis un investisseur très prudent, on va dire, là-dessus, où j'ai de la récurrence. J'achète tous les mois du Bitcoin, en tous les DCA, mois de l'ETH, et là, je me suis mis à acheter tous les mois des actions aussi. Où j'ai, Sur quoi Interactive Broker, Trade Republic Sur Trade Republic. Et j'en suis très content aussi. Et je pense que je vais continuer à construire ça dans l'optique de me dire, si je fais ça pendant 20 ans, mais ça servira à un moment. Et encore une fois, l'effet cumulé est très important en bourse. C'est vrai que ça peut être un peu décourageant. C'est un petit peu comme quand on fait un podcast, au début, on n'a pas beaucoup de vues. C'est-à-dire qu'au début... Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais c'est vrai. Au début, toutes les semaines... Enfin, moi, je sais, je fais des placements toutes les semaines, en fait. Toutes les semaines, je mets 500 €. Je ne mets pas non plus des quantités phénoménales. Hop, 500 €. Et je choisis, en fait, une action, en général. Je fais pas... Enfin, je vais pas à 500 €, tiens, je vais mettre une action ici, je choisis à chaque fois une action bien particulière pour mettre ces 500 €. Mais c'est vrai que ça augmente tout doucement, le bag augmente tout doucement, mais c'est lent. Par contre, il faut vraiment voir ça sur un long terme, 20-30 ans. Vous avez, du coup, c'est la question que j'avais posée, vous avez des stratégies de sortie très long terme. En fait, sur la bourse, oui. Ok, sur la bourse, ouais. Mais sur la crypto, vous avez une stratégie de sortie sur le bull run 2024 ou alors vous gardez... Pas pour du Bitcoin. Vous sortez pas, du coup, sur... Moi, je réinjecte... Alors, je vais sortir une partie. Il n'y a pas d'enjeu, pas d'enjeu pour vous, finalement, que le bull run... Bon, toi, tu as ta pool de liquidité qui est forcément un enjeu. Mais globalement, ça peut surperformer autant que vous voulez sur ce bull run. Vu que vous ne sortez pas, ce qui vous intéresse, de toute façon, c'est dans 10 ans où ça en sera. Je sortirai sur toutes les altcoins, parce que j'ai pris beaucoup d'altcoins. Je sortirai sur toutes les altcoins. Absolument toutes. De toute façon, on se rend bien compte que la plupart des altcoins que tu précèdes en bull run valent plus grand chose aujourd'hui. Ouais, on est passé sur des nouvelles narratives et je pense qu'au prochain cycle, ce sera exactement la même chose. Par contre, les fondamentaux, le Bitcoin, j'en sortirai peut-être un petit peu, oui, mais c'est clair. Mais je préfère encore réinvestir quasiment tous mes gains dans le Bitcoin, tu vois, en me disant, et oui, alors ouais, mais on va dire, mais c'est totalement con, Romain, puisqu'après, ça va rebaisser, etc. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour moi, c'est du très long terme sur le Bitcoin. C'est vrai que moi, j'ai une stratégie de sortie complète. C'est-à-dire que sur ce bull run-là, moi, tu sors tout. Je sors tout. Le pic, a priori, de ce bull run, alors pareil, je ne suis pas un grand connaisseur, je me fie à d'autres gens qui connaissent bien. Mais, qui croient connaître bien, qui disent qu'ils connaissent bien. En tout cas, ceux qui m'ont fait gagner de l'argent. Ceux qui me font gagner de l'argent, je les suis. C'est un peu des dieux pour moi. Mais a priori, sur octobre, là, on est si on se fie du coup au bull run des précédents, on est sur le moment où on sera le plus haut, parce que c'est généralement, je crois, 6 mois après le halving. On est sur le plus grand pic. A priori, si ça se passe comme ça, moi, à ce moment-là, je retire tout. Je retire tout
et je me reposerai la question de l'investissement en crypto. Tu retires tout, tu le bascules en USD ou tu retires tout en euros et sur le compte en banque? Je mets tout en stablecoin et ensuite je me pose la question selon la somme que ça représente, de où 30%, 30%. De où est-ce que j'encaisse ça? C'est qu'a priori, effectivement, une fois que c'est en stablecoin, bon, bah, c'est safe. Enfin, après, avec toutes les ledgers, etc., tout le bazar pour quand même sécuriser ça. Et ensuite, effectivement, il y a la question de est-ce que je reste résident fiscal français pour encaisser tout ça, ou est-ce que du coup je profite de ce moment-là pour que ce soit l'élément déclencheur qui provoque l'expatriation pour avoir un nouveau départ avec un capital intéressant. Ce qui pourrait. Et en fait, a priori, ça ne veut pas dire que je ne m'intéresserai plus jamais aux crypto, mais si je m'y réintéresse, ce sera quand on sera vraiment en bear market, je crois que c'est ça le terme, et que j'aurai utilisé l'argent encaissé pour faire grandir des choses ou pour créer du business qui, j'espère, aura activé un levier ou deux pour faire vraiment beaucoup de profit. Et là, peut-être avoir du coup une stratégie d'investissement. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi lié à notre activité. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, là, on parle. Vous m'auriez posé la question il y a 6 mois, avant les blocages PayPal, avant les difficultés qu'on a aujourd'hui. Les revenus étaient OK, tout était OK, grosse croissance, grosse vision. Je vous aurais répondu, ouais, effectivement, peut-être que je ne vais pas sortir sur ce bull run, etc. Peut-être que je vais avoir... Mais en fait, là, je remarque que mes business, en fait, sont trop en dents de scie, qu'en fait, on est vulnérable par rapport à pas mal de choses. Et c'est cette vulnérabilité qui m'emmerde. Et là, j'ai vraiment un gros objectif de dire, OK, non, là, je veux créer un business qui me rapporte vraiment beaucoup. Et pour créer un business qui rapporte vraiment beaucoup, faut du flou. Et donc là, c'est vrai que ce bull run, je compte beaucoup dessus pour dire, OK, là, je vais sortir un max de thunes et je vais utiliser cette thune pour construire des trucs. Parce qu'un truc que je vois quand tu crées un empire e-commerce, tu as un fournisseur de paiement qui te lâche, tu as 2 dominos qui tombent et qui fait tomber tous les suivants. Là, j'aimerais vraiment réussir à construire des trucs, plusieurs sources de revenus solides, et pour ça, il faut des capitaux, quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça, dans la grosse stratégie de sortie, là, j'aimerais tout sortir sur ce bull run et avoir, entre guillemets, un nouveau départ, vie perso, vie pro, pour faire un truc solide, un truc beaucoup plus violent, parce que on en parlait sur différents podcasts, hein. C'est très bien la liberté financière, géographique de nos activités, mais moi, mes ambitions vont beaucoup plus loin que ça par rapport à ce qu'on génère aujourd'hui. Et ça m'emmerde au possible d'avoir des situations comme là aujourd'hui où en fait des acteurs extérieurs peuvent venir mettre un énorme coup de pied dans nos activités. D'autant plus maintenant qu'il y a plusieurs humains qui sont concernés par l'activité qu'on mène. Tu vois, il y a des gens qui bossent, etc. Bah, ça m'emmerde d'autant plus d'avoir vu des gens aussi, tu as parfois donné leur confiance, à qui tu dois dire, bah, en fait, ce projet-là, on va le remettre à plus tard parce qu'il n'y a plus le flou qui rentre. Donc, en fait, tout simplement, ouais, on t'a dit qu'on allait faire ça ensemble, etc. Bah, non. Tout ce scénario-là m'a gonflé. Et donc, ouais, voilà, pour la stratégie de sortie, là, je sors tout et on va se bagarrer avec le pognon après. Moi, je pense que je le vois un peu comme toi. C'est de la liquidité. Et au fur et à mesure, dans l'évolution de ma vision par rapport à mes investissements, c'est me dire... et ça, c'est un ami qui m'a apporté cette notion il y a quelques années, il faut qu'il y ait suffisamment de flux qui rentrent. À partir du moment où tu as réussi à créer ces flux, qu'ils existent en liquidité quelque part, en fait, tous les investissements sont de la génération de flux qui non seulement vont m'aider à combattre l'inflation, parce qu'il y a une vraie question aussi là-dessus, de se rendre compte que... alors moi, j'ai plein de cas dans ma famille qui gardent 40 000 € sur le compte, mais c'est une hérésie immense. Il perd $350 par semaine. Avec s'il mettait ça dans sa pool de liquidité, $40 000. Non, mais c'est vrai. Tous les liens sont dans la description. C'est la folie furieuse parce que c'est une perte monétaire qui est monstrueuse en fait. Ouais, on se rend pas compte. Et plus le temps va passer, plus on va continuer à aller vers une baguette de pain à 5,50 €. Grave, non, mais grave, mais c'est fou, mais c'est vrai que le commun des mortels, on va dire, réalise pas ça. Ce truc de l'argent qui dort, il n'y a rien de pire. Et moi, j'avais lu des choses hyper intéressantes sur la différence entre notre culture en France et la culture plus spécifiquement de la Chine, de la façon dont les gens sont éduqués par rapport à l'argent là-bas. Et en fait, on n'a pas du tout les mêmes modes de fonctionnement. Si on regarde et qu'on prend du recul par rapport à la façon dont on investit aujourd'hui et la façon dont les gens dépensent leur argent, on est dans un schéma où le capitalisme, 100% de résultats, parce que ça fonctionne très très bien,
Et par contre, les gens ne mettent pas de côté, en fait, ou pas suffisamment, ou en tout cas, quand ils mettent de côté, c'est pas pour... mettre de côté pour ne rien faire de l'argent, c'est une perte monétaire absolue. En Chine, ils ont dans les principes que lorsque tu gagnes de l'argent, 40 à 60% de ton argent doit être mis de côté. Parce que c'est la façon dont ils fonctionnent là-dessus, et c'est la façon dont ils gèrent leur argent au fur et à mesure. C'est on banque au cas où il y a des problèmes, au cas où ces éléments-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est vital d'apprendre à bien gérer son argent le plus tôt possible et d'avoir conscience que on va perdre de la valeur. Non, parce que ce matin, dans le précédent podcast qu'on a enregistré, justement, j'ai expliqué qu'en termes d'idée de business, j'aurais bien aimé faire... j'avais cette idée de faire une plateforme de services, en fait, de relations entre des experts financiers et monsieur, madame, tout le monde, justement, pour faire de l'éducation financière sur base de sessions personnelles, de webinaires, etc. Tu sais, c'était une idée de business. Je me dis non, mais en fait, les gens ont besoin d'avoir cette éducation financière et en auront de plus en plus besoin au jour d'aujourd'hui, justement, avec l'inflation, le fait que la monnaie ne vaudra bientôt plus rien, la monnaie papier, la monnaie fiat ne vaudra bientôt plus rien, l'arrivée des crypto-monnaies, etc. Et je me dis, ça serait super intéressant d'avoir comme business, tu sais, une plateforme. Bon, je ne sais pas, c'est une idée, hein, évidemment, mais juste, c'est marrant parce qu'on parlait de ça tout à l'heure. Voilà, je referme la parenthèse. Mais c'est une bonne parenthèse. Moi, je suis quelqu'un sur LinkedIn qui fait des fiches fiscales où, effectivement, je me suis lancé dans l'immobilier et ma fiscalité a évolué par rapport à ça. Et en fait, sans ChatGPT, j'aurais pas su remplir mes impôts correctement par rapport à ce que j'ai gagné d'un point de vue immobilier, d'un point de vue foncier et autres. Et avoir des fiches explicatives qui permettent de piloter efficacement la façon dont on gère notre imposition, d'avoir conscience aussi de comment ça fonctionne de façon claire et précise, même si impôt.gouv, on vous fait un petit coucou, c'est très complet en termes de documentation. Ça demande quand même un effort qui est très conséquent en termes de compréhension, en termes de recherche et autres. Moi, je pense que ton idée, entre parenthèses, a un très très bon potentiel. Tu vois, par exemple, alors moi maintenant, je donne ma déclaration fiscale d'impôt sur le revenu, je donne ça à faire à mon comptable. Avant, je le faisais pas, parce que bon, c'était un sup, il fallait payer 500 balles de plus, ça me saoulait. Je le faisais moi-même. J'ai commencé à faire ça l'année passée, donc c'est très récent. L'année passée, mais j'ai quasiment rien payé parce qu'il m'a... Ah, bah attendez, il y a ça qui existe. Tiens, attendez, il y a ça, vous ne pouvez pas le déclarer, ça. Il y a plein de choses que le commun des mortels ne peut pas savoir. Et l'année d'avant, j'avais payé beaucoup d'impôts. Et l'année passée, beaucoup moins. Et je me dis, merde, putain, j'ai cru économiser à chaque fois de l'argent en faisant ça moi-même, mais pas du tout, tu vois, pas du tout. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, en déléguant le truc, tu gagnes plus que... En ne le déléguant pas, c'est bizarre, mais c'est ça. Dès que tu as un niveau de complexité qu'il demande aussi, je pense que dans des systèmes où tu commences à avoir une société ou... tu as une société, tu fais de l'immobilier, donc moi aussi j'ai un bien immobilier, après quand j'ai des enfants, moi j'ai un enfant aussi qui regarde alterner, alors il y a plein de choses qui rentrent en compte. Plein de choses qui sont compliquées. Surtout que tu te rends compte que tu as le droit à une femme de ménage. Oui, mais tu as droit à plein de choses. Et c'est des choses, les choses auxquelles tu as le droit que tu ne prends pas, ça peut être aussi défalqué sur certaines portions, donc tout est à prendre en compte, mais il y a beaucoup de choses que j'ignorais totalement. Et c'est des calculs qui ne sont pas très durs au final. Non, en soi non. Mais qui pourraient être centralisés, qui peuvent être adaptés à des profils très facilement via des systèmes de filtres. Enfin, il y a vraiment des choses à faire là-dessus. C'est vrai. Je propose qu'on conclue sur cette... En tout cas, moi je suis vraiment content de t'avoir reçu, Théo. Ouais, c'était vraiment on a parlé un petit peu de Premier invité, c'est super passé en plus. Donc c'était cool. Et puis bon, c'est vrai de savoir aussi que vous avez une histoire commune, toi Hugo, sur un petit peu vos débuts, même si tu as commencé avant, mais sur vos débuts, je trouve ça vraiment intéressant et touchant même. Voilà, oui, c'est là que tout a commencé. Voilà. Et puis, non, mais moi je suis curieux aussi de voir la suite de ton parcours, puisqu'on en a parlé un petit peu off tout à l'heure. Donc ça sera sans doute intéressant à suivre et je pense qu'il y a de belles choses qui pourront venir de tout ça par la suite. Tu seras sans doute le bienvenu une prochaine fois d'ailleurs si jamais tu as passé un bon moment et que tu souhaites refaire le point dans quelques mois, quelques années pour dire voilà maintenant comment est-ce que Théo est devenu multimillionnaire. Tu pourras venir nous expliquer. Avec plaisir, Merci beaucoup à tous les deux.
Super exercice. Ouais, Ça bon, marche. écoute, c'était un plaisir. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à liker et bien sûr à vous abonner. C'est ce que j'allais dire. Dans un J'allais petit faire la commentaire. routine. Et tous nos réseaux sont dans la description. Ma chaîne YouTube également. Je fais mon autopromo à chaque fois maintenant. C'est terrible. T'as la tienne, enfin celle d'Incubox. Ouais, aussi, j'ai du coup. cet incubox. Bah, tout est dans la description. Mettez un commentaire, mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche. Et on se dit à très bientôt. Venez découvrir sociolytics.com. Voilà, le lien sera aussi. aussi On est dans la disponible. description. On mettra le lien dans la description, exactement. Bah, est-ce que tu veux dire un dernier mot là-dessus d'ailleurs sur ce que tu pourrais apporter justement aux personnes qui nous regardent, qui auraient des besoins? Moi, je peux apporter surtout de l'accompagnement à des sociétés qui sont en activité et qui souhaitent soit avoir plus de clarté sur la façon dont on gère leurs ads, d'avoir du coup une meilleure définition de comment est-ce qu'on pourrait développer leur activité avec des leviers d'acquisition qui aient du sens. Et du coup, apporter un environnement d'experts qui leur permettent de développer leur chiffre d'affaires efficacement avec un bon suivi et surtout une agence à taille humaine qui est flexible et qui apporte des solutions 100% sur mesure. Eh ben, Trop nickel. bien. Très Vous ne bien. serez pas déçus. N'hésitez pas, pareil. Donc du coup, lien dans la description. Réseaux sociaux également. T'en as pour l'agence ou pas? Il y a des réseaux sociaux également, ouais. On les tout mettra dans la également. description Nickel, bah, écoute, un grand merci. Puis merci à tout le monde. À Et très bientôt. dit On à se voit au très prochain bientôt. épisode. Bye bye tout le monde. Ciao. Bye.